Elle a payé à peine 8 000 € pour la maison de campagne abandonnée de Romy Schneider, un mas provençal en ruine dans lequel les habitants refusaient d'entrer à la nuit tombée. Manon pensait acheter une bâtisse à retaper pour la photographier et la revendre. Mais lorsqu'elle a découvert la chambre forte cachée, scellée derrière le mur de la chambre principale, ce qu'elle y a trouvé n'était pas seulement précieux. C'était dangereux, d'une valeur de 255 millions d'euros et protégé par des secrets. Des secrets que des gens puissants avaient tués pour garder enfouis pendant plus de 40 ans. Le soleil matinal peinait à percer le smog au-dessus de Lyon lorsque Manon Dubois fut réveillée par les pleurs de sa fille de 7 ans dans la pièce voisine. Elle n'eut pas besoin de demander pourquoi. L'avis d'expulsion scotché sur la porte de leur appartement la veille au soir avait été impossible à cacher. La petite Chloé l'avait vu, l'avait lu, l'avait compris comme les enfants comprennent quand leur monde est sur le point de voler en éclats. Manon s'assit sur le lit étroit, le dos endolori par le matelas bon marché qu'elles avaient acheté dans un dépôt-vente 3 ans auparavant. Les ressorts avaient lâché depuis des mois, mais il n'y avait pas d'argent pour en acheter un nouveau. Il y avait à peine de l'argent pour quoi que ce soit, désormais. Elle pressa ses paumes contre ses yeux, retenant ses propres larmes, puis se leva et se dirigea vers la chambre de Chloé. Sa fille était assise en tailleur sur son lit, serrant contre elle un doudou usé par des années d'amour. Ses yeux sombres étaient bordés de rouge, son petit visage strié de larmes. Le cœur de Manon se brisa net. Elle s'assit à côté de Chloé et la serra contre elle, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. « On va s'en sortir, ma chérie », murmura Manon, même si elle ne savait pas si c'était vrai. « Où est-ce qu'on va habiter ?» demanda Chloé, sa voix si petite qu'elle était à peine audible. Manon n'avait pas de réponse. Pas encore. Elle avait passé les 6 derniers mois à se noyer dans les dettes après que son ex-mari eût disparu sans payer un seul centime de pension alimentaire. L'entreprise de photographie qu'elle avait créée de toutes pièces, spécialisée dans les clichés immobiliers et architecturaux, s'était tarie lorsque le marché s'était effondré. Les clients avaient cessé d'appeler. Les factures restaient impayées. Les dettes s'étaient accumulées plus haut qu'elle ne pouvait grimper. Elle avait vendu tout ce qui avait de la valeur. Son matériel photo, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'un vieil appareil et un objectif de kit. Sa voiture avait été saisie 2 mois plus tôt. Elle avait mis au clou la bague de sa grand-mère, le seul héritage qu'elle ait jamais reçu, juste pour garder l'électricité. Et même cela n'avait pas suffi. L'avis d'expulsion leur donnait 14 jours. 14 jours pour trouver 3 mois de loyer en retard ou un autre endroit où aller. Manon avait appelé tous les amis qu'elle avait. La plupart n'avaient pas répondu. Ceux qui l'avaient fait offraient leur sympathie, mais aucune solution. Les foyers d'accueil étaient pleins. Sa mère vivait à l'autre bout du pays dans une maison de retraite, s'en sortant à peine elle-même. Manon avait 32 ans, une mère célibataire avec une fille qui méritait mieux, et elle était à court d'options. Cet après-midi-là, après avoir déposé Chloé à l'école avec un sourire forcé et la promesse de crêpes pour le dîner qu'elle ne pouvait pas se permettre, Manon se rendit à la médiathèque municipale. C'était le seul endroit avec un accès Internet gratuit, et elle devait chercher n'importe quoi, n'importe quelle opportunité, n'importe quel moyen de sortir du trou dans lequel elle était tombée. Elle s'assit à un terminal informatique dans un coin, entourée de l'odeur de moisi des vieux livres et du cliquetis silencieux d'autres personnes désespérées cherchant des réponses dans le vide numérique. Elle parcourut des offres d'emploi pour lesquelles elle n'était pas qualifiée, des locations d'appartements qu'elle ne pouvait pas se permettre, et finalement, par un mélange de désespoir et d'illusion, des ventes aux enchères immobilières. C'est alors qu'elle le vit. L'annonce était enfouie à la page 7 d'un site d'enchères du domaine, le genre de page que seuls les plus désespérés atteignent. La photographie était granuleuse, clairement prise de loin, montrant un vaste mas provençal perché sur une falaise surplombant les gorges du Verdon. La peinture s'écaillait, les fenêtres étaient sombres, et des vignes avaient envahi la moitié de la façade, comme si la nature tentait de reprendre ce que les humains avaient abandonné. Mais c'est l'adresse qui coupa le souffle de Manon. Un domaine en Provence, surplombant les gorges. Le genre de propriété qui aurait dû valoir des millions, même en mauvais état. La mise à prix était fixée à 5 000 €. Manon cligna des yeux, certaine d'avoir mal lu. Elle cliqua sur l'annonce, les mains tremblant légèrement. La description était succincte, presque délibérément vague. Propriété historique, vendue en l'état. Aucune visite intérieure autorisée avant la vente. L'acheteur assume tous les risques. Paiement comptant uniquement. Vente définitive. Aucune visite intérieure. C'était inhabituel.
Manon avait photographié des centaines de propriétés. Les acheteurs voulaient toujours voir l'intérieur avant de s'engager, surtout pour une surface pareille. Le fait que l'administration l'interdise était un signal d'alarme si vif qu'on aurait pu le voir de l'espace. Elle fit défiler jusqu'à l'historique de la propriété. Le mas avait été construit en 1945, acheté en 1952 par une fiducie privée et était resté vacant depuis 1982. Plus de 40 ans d'abandon. Les impôts n'avaient pas été payés depuis 10 ans, jusqu'à ce que le domaine le saisisse enfin. Manon fit le calcul mentalement. 1982. C'était l'année de la mort de Romy Schneider. Son pouls s'accéléra. Elle ouvrit un nouvel onglet et chercha « Maison Romy Schneider Provence ». La plupart des résultats montraient la mauvaise propriété, celle que tout le monde connaissait, celle qui avait été vendue et revendue au fil des décennies. Mais enfouie dans les résultats de recherche, elle trouva un vieux post sur un forum d'un passionné d'histoire du cinéma. Il y a toujours eu des rumeurs, disait le post, que Romy possédait une deuxième propriété en Provence, un endroit où elle pouvait s'échapper. Personne n'a jamais prouvé son existence, mais les gens qui vivaient là au début des années 80 juraient l'avoir vue monter la route tard le soir, toujours seule. Certains disent qu'après sa mort, quelqu'un a scellé la maison et n'y est jamais retourné, comme un tombeau. Manon se renversa sur sa chaise, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Elle retourna sur l'annonce de la vente aux enchères et la relut, cette fois plus attentivement. La vente était prévue pour vendredi à 10 h du matin, dans 3 jours. Mise à prix 5 000 €, avec des paliers de 5 cents. Manon vérifia son compte en banque sur son téléphone. 473 €. C'était tout ce qui lui restait au monde. Pas assez pour sauver son appartement. À peine assez pour nourrir Chloé pendant encore 2 semaines. Certainement pas assez pour enchérir sur un mas, même maudit, dont personne ne voulait. Mais alors une idée commença à se former. Dangereuse, désespérée et absolument folle. Si elle pouvait acheter la propriété, n'importe quelle propriété, pour un prix assez bas, elle pourrait la photographier, la mettre en vente avec un agent immobilier et la revendre rapidement. Même une ruine en Provence se vendrait des centaines de milliers d'euros, peut-être plus. C'était un pari, le genre de pari insensé qui pouvait la sauver ou la détruire complètement. Elle avait 3 jours pour trouver 5 000 €. Manon passa les 72 heures suivantes à bouger comme une femme possédée. Elle appela tous les anciens clients qui lui devaient encore de l'argent et les supplia de la payer immédiatement. La plupart dirent non. 2 dirent peut-être. Un promoteur qui avait utilisé ses photos pour un projet de condo de luxe, finit par payer. Il lui vira 1 100 €, 6 mois en retard mais désespérément nécessaire. Elle vendit son ordinateur portable à un prêteur sur gage pour 300 €. Elle vendit le berceau de Chloé, celui qu'elle gardait par sentimentalisme, pour 200 de plus. Elle emprunta 500 € à sa voisine, une gentille femme plus âgée nommée Simone, qui ne posa aucune question et n'attendit aucune promesse. Elle contracta un crédit à la consommation de 2 000 € à un taux d'intérêt si prédateur que signer les papiers la rendit physiquement malade. L'agent de crédit, un homme aux yeux morts et au costume bon marché, sourit en comptant les billets. Il savait qu'elle ne pourrait probablement jamais le rembourser. Il s'en fichait. Le jeudi soir, Manon avait 5 100 € en espèces, cachés dans une enveloppe dans le congélateur, derrière un sachet de petits pois surgelés. Ses mains tremblaient en les comptant pour la 5e fois. C'était tout, plus que tout. Si elle perdait cet argent, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle et Chloé seraient à la rue avant la fin du mois. Elle dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Chloé, confiant et effrayé, demandant où elles allaient vivre. Vers 3 heures du matin, Manon se leva et se tint près de la fenêtre de leur minuscule appartement, regardant les lumières de la ville se fondre dans le ciel sombre. Elle pensa à ses parents, tous deux décédés maintenant, et se demanda ce qu'ils penseraient du choix qu'elle était sur le point de faire. Son père avait été charpentier, un homme prudent qui mesurait 2 fois et coupait 1 fois, qui ne prenait jamais de risques qu'il ne pouvait pas se permettre. Sa mère avait été enseignante, pratique et sensée, qui avait mis en garde Manon contre l'instabilité des carrières créatives. Il lui aurait dit que c'était de la folie, que tout miser sur un mas abandonné dont elle n'avait jamais vu l'intérieur était l'acte d'une folle désespérée. Ils auraient eu raison. Mais Manon n'avait plus d'option prudente. Le désespoir a cette façon de rendre l'impossible logique. Le vendredi matin arriva, froid et gris,
la brume si épaisse qu'on aurait dit que la ville était enveloppée dans du coton humide. Manon enfila la seule tenue professionnelle qui lui restait, un blazer noir et un pantalon qu'elle avait acheté pour des réunions avec des clients à l'époque où elle avait des clients. Elle tressa ses cheveux bruns, appliqua un maquillage minimal pour cacher l'épuisement gravé sur son visage, et essaya de ressembler à quelqu'un qui avait sa place à une vente aux enchères immobilières du domaine. Elle s'était arrangée pour que Simone garde Chloé, mentant en disant qu'elle avait un entretien d'embauche. La culpabilité de cette petite tromperie lui pesait sur l'estomac, mais elle ne pouvait pas risquer d'amener sa fille assister à ce qui pourrait être la pire erreur de sa vie. La vente aux enchères se tenait dans un bâtiment administratif sans âme du centre-ville de Lyon, dans une salle au néon et à la vague odeur de café brûlé. Manon arriva 20 minutes en avance. Seules 4 autres personnes étaient là, dispersées sur les chaises pliantes en métal. Aucune ne ressemblait à un acheteur sérieux. L'un était un vieil homme en survêtement qui semblait dormir. Une autre était une femme de l'âge de Manon, qui faisait défiler son téléphone avec l'expression ennuyée de quelqu'un qui tue le temps. Manon s'assit au dernier rang, l'enveloppe d'argent brûlant dans son sac à main comme un charbon ardent. Sa jambe rebondissait nerveusement. Elle essaya de respirer lentement pour calmer la panique qui montait dans sa poitrine. À 10 heures précises, un fonctionnaire se dirigea vers l'avant de la salle, un presse-papier à la main, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il avait la cinquantaine, le crâne dégarni et la posture voûtée d'un homme usé par la bureaucratie. « Bonjour », dit-il sans enthousiasme. « Nous avons 3 propriétés aux enchères aujourd'hui. Les règles habituelles s'appliquent. Espèces ou chèques de banque uniquement. Toutes les ventes sont définitives. Pas de remboursement, pas d'exception. Première propriété, un terrain commercial à Valence. » Manon décrocha. Elle se fichait de Valence. Toute son attention était concentrée sur le mas provençal, listé comme la 3e et dernière propriété. Elle regarda le terrain de Valence se vendre 18 000 € à un homme en costume qui avait l'air de savoir exactement ce qu'il faisait. La 2e propriété, un duplex à Avignon, parti pour 42 000 €. Puis le fonctionnaire regarda son presse-papier et dit, dernière propriété, 1733 route des Crêtes, La Palue-sur-Verdon. Mas provençal, environ 550 mètres carrés, surplombant les gorges, vendu en l'état. Pas d'accès intérieur avant la vente. La propriété est vacante depuis plus de 4 décennies. L'acheteur assume toute la responsabilité quant à l'état, la conformité au code, et toute charge ou réclamation existante. Il marqua une pause et leva les yeux vers la salle. Mise à prix à 5 000 €. Silence. Le cœur de Manon battait la chamade contre ses côtes. Elle attendit que quelqu'un d'autre enchérisse, que la salle explose d'intérêt, que le piège se referme. Mais personne ne bougea. Le vieil homme en survêtement dormait définitivement maintenant, ronflant doucement. La femme sur son téléphone ne leva même pas les yeux. 5 000, répéta le fonctionnaire. Ai-je une offre à 5 000 ? La bouche de Manon était sèche. Elle leva la main, la soulevant à peine au-dessus de son épaule comme pour garder le geste secret pour elle-même. 5 000 à la dame au fond. Ai-je 5 500 ? Encore le silence. Le pouls de Manon rugissait dans ses oreilles. Ce ne pouvait pas être réel. Un mas en Provence et personne n'en voulait. Une fois à 5 000, dit le fonctionnaire, l'air presque déçu. 2 fois, 8 000. Une voix retentit depuis l'embrasure de la porte. La tête de Manon pivota. Un homme se tenait à l'entrée. Fin de la quarantaine, costume cher, le genre de confiance décontractée qui vient de l'argent hérité. Il entra lentement dans la pièce, délibérément, ses chaussures cliquant sur le linoléum. Nous avons 8 000, dit le fonctionnaire, se redressant légèrement. Ai-je 8 500 ? Le cerveau de Manon lui hurlait d'arrêter, de le laisser la voir, de repartir avec ses 5 000 € et de trouver un chemin plus sûr, plus sensé. Mais sa bouche s'ouvrit et elle s'entendit dire « 8 500 ». L'homme en costume se tourna pour la regarder. Ses yeux étaient froids, évaluateurs, le regard de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Il sourit légèrement, comme s'il venait de remarquer une fourmi à un pique-nique. 10 000, dit-il, sans même élever la voix. Le fonctionnaire regarda Manon. Ai-je 10 500 ? Elle n'avait que 5 100 €. Elle ne pouvait pas aller plus haut. Sa main se crispa sur la lanière de son sac. C'était fini. Partie terminée. Elle avait essayé et échoué.
Et peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être que l'univers la sauvait de sa propre stupidité. Mais alors elle regarda l'homme en costume, son sourire suffisant, la façon dont il était entré en retard comme s'il possédait déjà tout, et quelque chose d'obstiné et de féroce monta dans sa poitrine. Elle n'avait aucune raison logique de continuer à enchérir. Mais la logique l'avait abandonnée 3 jours plus tôt lorsqu'elle avait mis son ordinateur au clou et contracté un prêt qui la hanterait pendant des années. 11 000, dit Manon, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. Le sourire du costume s'effaça. Il la regarda plus attentivement maintenant, la réévaluant. 15 000, dit-il sèchement. L'estomac de Manon se noua. Elle ne pouvait pas suivre. Elle ouvrit la bouche pour concéder, pour se rendre, pour accepter la défaite. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le téléphone du fonctionnaire sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran, fronça les sourcils et répondit. Oui maintenant, mais nous sommes au milieu de oui, je comprends. Il raccrocha et regarda l'homme en costume. Monsieur le roi, je dois vous parler dehors, immédiatement. La mâchoire de l'homme se crispa. Nous sommes au milieu d'une enchère, maintenant, monsieur, dit le fonctionnaire, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Le roi lança à Manon un regard qui aurait pu décaper de la peinture, puis suivit le fonctionnaire hors de la pièce. Leur voix résonnait faiblement depuis le couloir, tendue et vive, bien que Manon ne puisse pas distinguer les mots. Elle resta assise, figée, le cœur battant, sans aucune idée de ce qui se passait. Les autres personnes dans la salle semblaient tout aussi confuses. La femme sur son téléphone leva enfin les yeux, légèrement intéressée. 5 minutes passèrent, puis 10. Finalement, le fonctionnaire revint, seul. Il avait l'air agité, le visage légèrement rouge. Nous reprenons l'enchère, annonça-t-il. L'offre actuelle est de 11 000 €, à la dame au fond. Monsieur le roi s'est retiré de l'enchère. Ai-je d'autres offres? Silence. Manon ne pouvait plus respirer. Une fois à 11 000. 2 fois, il leva son marteau. Adjugé à la dame au fond pour 11 000 €. Le marteau tomba avec un claquement qui sonna comme le point final d'une phrase qu'elle ne savait pas qu'elle était en train d'écrire. Manon resta assise, paralysée. Que venait-il de se passer? Pourquoi le roi avait-il été appelé dehors? Pourquoi s'était-il retiré? Rien de tout cela n'avait de sens. Mais le fonctionnaire s'approchait déjà d'elle avec des papiers, et elle réalisa, avec un mélange de terreur et d'exaltation, qu'elle venait d'acheter la maison abandonnée de Romy Schneider pour 11 000 €. De l'argent qu'elle n'avait pas. Ses mains tremblaient en acceptant le presse-papier. Le fonctionnaire expliqua le processus, le transfert de titres de propriété, le calendrier, mais ces mots passèrent sur elle comme un bruit de fond. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'est qu'il lui fallait 6 000 € de plus dans l'heure qui suivait, sinon la vente serait annulée et elle perdrait son acompte. Elle sortit dans la matinée grise, l'esprit tourbillonnant. Il lui restait une option, une personne à qui elle avait juré de ne jamais demander d'aide. Le frère de son ex-mari, Nicolas, qui avait toujours été gentil avec elle, même après le divorce. Il avait de l'argent. Pas beaucoup, mais un peu. Assez. Manon sortit son téléphone avec des doigts tremblants et composa son numéro. Il répondit à la 3e sonnerie. Nicolas, c'est Manon. J'ai besoin d'aide. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais je suis désespéré. J'ai besoin de 6 000 € en espèces dans l'heure. Je te rembourserai. Je te jure que je te rembourserai avec intérêt. J'ai besoin de ça, s'il te plaît. Il y eut une longue pause. Puis Nicolas dit, où es-tu? 1h40 plus tard, Manon se tenait dans le bureau de la préfecture, tenant un acte de propriété pour une bâtisse dont elle n'avait jamais vu l'intérieur, achetée avec de l'argent emprunté et une foi aveugle. Nicolas était venu sans poser de questions, bien que son expression ait clairement indiqué qu'il pensait qu'elle avait perdu la tête. Peut-être que c'était le cas. Le fonctionnaire lui tendit 2 clés sur un anneau terni. La maison est scellée depuis que le domaine en a pris possession. L'électricité et l'eau sont coupées. Nous ne sommes pas responsables de l'État. Vous l'achetez en l'état. Pouvez-vous me dire pourquoi elle est vide depuis si longtemps? Demanda Manon. Ou pourquoi quelqu'un la scellerait? Le fonctionnaire haussa les épaules. Ça me dépasse. Les archives montrent qu'elle appartenait à quelque chose appelé la fiducie du crépuscule jusqu'à ce que la fiducie soit dissoute et que les impôts ne soient plus payés.
C'est tout ce que je sais. Enfin, ça est le fait que les habitants du coin ne s'en approchent pas. Pourquoi pas? Il la regarda comme si elle avait demandé pourquoi les gens évitaient les ruelles sombres. Parce qu'elle est maudite, mademoiselle Dubois. Du moins, c'est ce qu'on dit dans la région. La maison est dans le noir depuis plus de 40 ans. Les gens entendent des choses, voient des choses. Probablement juste des sans-abri ou des jeunes qui s'amusent, mais quand même. Vous vous êtes acheté une réputation en même temps que la propriété. La gorge de Manon était sèche. Quel genre de choses les gens voient? Des lumières aux fenêtres. Quelqu'un qui se promène sur le sentier en contrebas, une femme blonde en blanc, toujours au coucher du soleil. Il lui tendit le dossier de documents. Comme je l'ai dit, probablement rien. Mais j'amènerai un ami si j'étais vous. Cet endroit est seul depuis très longtemps. Manon quitta le bâtiment, hébétée, les clés lourdes dans sa poche, l'acte de propriété brûlant dans son sac. Elle l'avait fait. Elle l'avait vraiment fait. Elle avait acheté un masque qu'elle ne pouvait pas se permettre avec de l'argent qu'elle n'avait pas, basé sur rien d'autre que le désespoir et un espoir fou que l'univers ne laisserait pas sa fille dormir dans la rue. Maintenant venait la partie difficile. Elle devait entrer à l'intérieur. Manon récupéra Chloé chez Simone juste avant le dîner. Sa fille courut vers elle, son sac à dos rebondissant, les yeux brillants de questions sur l'entretien d'embauche qui n'avait pas existé. Manon la serra fort, respirant l'odeur de sa petite fille, et mentit avec un sourire. Ça s'est bien passé, ma chérie. Très bien. On va peut-être s'en sortir. Cette nuit-là, après que Chloé se fut endormie, Manon s'assit à la table de la cuisine avec l'acte de propriété étalé devant elle et chercha sur Google tout ce qu'elle pouvait trouver sur la propriété. La plupart des recherches ne donnèrent rien d'utile, juste les mêmes informations génériques qu'elle avait déjà. Mais sur un forum de passionnés de paranormal, elle trouva un fil de discussion de 2008 intitulé « Quelqu'un n'a-t-il déjà été à l'intérieur de la maison de la mort de Schneider ?» Son sang se glaça. La maison de la mort de Schneider. C'est comme ça que les gens l'appelaient? Elle cliqua sur le fil. La plupart des messages étaient des spéculations et des histoires de seconde main, mais un attira son attention. Un utilisateur nommé « Esprit Provençal » avait écrit « Mon grand-père était gendarme dans la région dans les années 80. Il m'a dit qu'après la mort de Romy, des gens du cinéma français sont venus dans cette maison, celle que personne ne savait qu'elle possédait, et l'ont scellée hermétiquement. Ils ont mis des planches aux fenêtres, enchaîné les portails, engagé des gardiens. Ils disaient qu'ils protégeaient quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui ne devait pas sortir. Tirez en les conclusions que vous voulez. » Manon ferma son ordinateur portable, l'estomac noué. Que avait-elle acheté? Le lendemain matin était un samedi. Manon appela Simone et lui demanda si Chloé pouvait passer la journée avec elle, proposant de la payer. Simone refusa l'argent et accepta immédiatement. Dieu la bénisse. Manon embrassa sa fille, promit d'être de retour avant le dîner, et prit la route vers le nord en direction de la Provence, dans la vieille Renault 4 de Nicolas. La route panoramique serpentait le long des falaises comme un ruban d'asphalte, reliant le monde ordinaire à quelque chose d'entièrement différent. Manon avait déjà photographié des propriétés en Provence, à l'époque où elle avait une carrière, mais elle n'était jamais allée dans cette partie de la région. Les maisons ici étaient moins nombreuses, plus grandes, plus anciennes, en retrait de la route derrière des murs et des portails, et des décennies d'intimité. Lorsque son GPS annonça qu'elle était arrivée, Manon faillit continuer sa route. L'entrée était si envahie par la végétation qu'elle était à peine visible, juste une brèche dans la haie de laurier rose où des grilles en fer rouillé pendaient, ouvertes sur des gonds cassés. Un panneau, propriété privée, délavé pendait à une chaîne. Manon quitta la route et s'engagea sur un chemin de gravier qui n'avait pas vu de voiture depuis des décennies. Les mauvaises herbes poussaient entre les pierres, grattant le bas de caisse. Le chemin montait en courbe, grimpant la colline, puis débouchait soudain sur une clairière. Le mas se dressait devant elle, comme sorti d'un rêve ou d'un cauchemar, selon la lumière. Architecture provençale, stuc blanc devenu gris avec l'âge et les intempéries, toit de tuiles rouges auxquelles manquaient des morceaux comme des dents cassées. Des vignes couvraient la moitié de la façade, s'insinuant à travers les fenêtres brisées, réclamant la structure. La porte d'entrée était massive, en bois sombre avec des ferrures, scellée par un cadenas et une chaîne. Manon coupa le moteur. Le silence s'engouffra, rompu seulement par le bruit lointain des cascades des gorges et le cri des oiseaux. Elle resta assise un moment, fixant la maison,
les mains agrippées au volant. Chaque instinct lui disait de faire demi-tour, de mettre la voiture en marche arrière et de fuir vers la sécurité du monde ordinaire. Cet endroit semblait anormal, abandonné d'une manière qui allait au-delà du vide. Il semblait en deuil. Mais elle avait dépensé 11 000 € qu'elle n'avait pas. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Manon sortit de la voiture, le gravier crissant sous ses pieds. Elle s'était habillée de manière pratique, jeans, bottes, chemise en flanelle, les cheveux attachés. Elle avait son appareil photo, son téléphone, une lampe de poche et les 2 clés que la préfecture lui avait données. L'air sentait le sel, l'eucalyptus et quelque chose d'autre, en dessous, faible et triste comme un vieux parfum. Manon s'approcha de la porte d'entrée, ses bottes bruyantes sur le dallage. Le cadenas était neuf, fourni par l'administration. Elle utilisa la première clé pour l'ouvrir, la chaîne cliquetant en tombant. La porte elle-même était d'origine, le bois gonflé par des décennies d'humidité. Il lui fallut tout son poids pour la pousser, les gonds hurlant en signe de protestation. Puis elle se trouva sur le seuil, regardant dans l'obscurité. Manon alluma sa lampe de poche. Le faisceau coupa l'ombre, illuminant un grand hall d'entrée figé dans le temps. Un sol en marbre à damier noir et blanc, couvert de poussière et de feuilles qui s'étaient infiltrées par les fenêtres brisées. Un lustre pendait du plafond, ses cristaux ternis par la crasse. Un escalier en colimaçon montait vers les ténèbres. Mais ce qui coupa le souffle de Manon, c'étaient les meubles. Ils étaient toujours là. Tous, recouverts de draps blancs comme des fantômes attendant que quelqu'un rentre à la maison. Elle entra, ses pas résonnants. L'air était vicié, épais de poussière, et empli du silence particulier d'un lieu qui avait gardé des secrets trop longtemps. Le faisceau de sa lampe de poche parcourut les murs, révélant un papier peint délavé, autrefois élégant, maintenant en lambeaux. Des photographies dans des cadres, les visages trop obscurcis par la saleté pour être distingués. Manon s'enfonça plus profondément dans la maison, son pouls bruyant dans ses oreilles. Le salon s'ouvrait à sa gauche, les meubles drapés, une cheminée en pierre assez grande pour s'y tenir debout. À sa droite, une salle à manger avec une table dressée pour des fantômes, couverte de décennies de poussière. Elle monta les escaliers, chaque marche grinçant sous son poids. Le 2e étage comptait 5 chambres, toutes figées en 1982. Des lits faits avec des draps devenus gris, des placards pleins de vêtements que les mythes avaient réduits en dentelle, une salle de bain avec du carrelage rose et une baignoire sur pied qui avait dû être magnifique autrefois. La chambre principale était au bout du couloir. Manon poussa la porte et s'arrêta. Cette pièce était différente. Moins de poussière, comme si l'air ici ne circulait pas de la même manière. Les meubles étaient élégants, chers pour l'époque. Une coiffeuse avec un miroir, le verre étrangement encore intact. Un lit à baldaquin avec de lourds rideaux. Des portes-fenêtres donnant sur un balcon surplombant les gorges. Manon se dirigea vers la coiffeuse, sa lampe de poche révélant des décennies d'abandon, des flacons de parfums durcis et évaporés, des boîtes à bijoux, des brosses à cheveux avec des mèches blondes encore coincées dans les poils. Ses mains tremblaient maintenant. Elle ouvrit l'une des boîtes à bijoux. À l'intérieur, niché sur du velours pourri, se trouvait un délicat bracelet à breloques. Manon le souleva avec précaution, le cœur battant. L'une des breloques était un petit masque en or, les visages classiques de la comédie et de la tragédie. Elle connaissait ce bracelet. Elle l'avait vu sur des photographies. Romy Schneider l'avait porté. Manon reposa délicatement le bracelet, craignant de s'évanouir. C'était réel. C'était la maison de Romy, sa maison secrète, celle que personne ne connaissait. Et Manon en était la propriétaire. Elle se força à respirer, à penser clairement. Cela changeait tout. La propriété n'était pas seulement précieuse, elle était historiquement significative. Elle pourrait vendre cette information à un musée, à des archives cinématographiques, à un nombre incalculable de personnes qui paieraient des sommes extraordinaires pour accéder à la vie cachée de Romy Schneider. Mais d'abord, elle devait tout documenter. Manon leva son appareil photo et commença à photographier la pièce, capturant chaque détail. La coiffeuse, les bijoux, les vêtements dans le placard, la vue depuis le balcon. Elle travaillait méthodiquement, professionnellement, essayant d'ignorer le sentiment d'empiéter sur quelque chose de sacré. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Le placard était grand, un dressing, et au fond, le mur semblait différent des autres. Le plâtre était plus récent, plus lisse, peint d'une nuance de blanc légèrement différente. Manon s'approcha,
passant sa main sur la surface. Elle sonnait creux. Elle frappa. Définitivement creux. Son cœur se mit à battre la chamade à nouveau. Elle examina les bords du mur, cherchant des joints, une quelconque indication d'une porte. Là, dans le coin, presque invisible, un minuscule interstice. Manon appuya contre le mur. Rien ne se passa. Elle poussa plus fort, passant ses mains le long du joint, cherchant un loquet ou un bouton. Puis ses doigts le trouvèrent, une petite indentation à hauteur d'épaule. Elle appuya. Quelque chose cliqueta profondément à l'intérieur du mur. Le panneau s'enfonça d'un pouce, puis pivota sur des charnières cachées, révélant l'obscurité au-delà. La bouche de Manon s'assécha. Elle pointa sa lampe de poche dans l'ouverture. Des marches en pierre descendaient dans un espace caché sous la maison. Une chambre forte. Romy Schneider avait fait construire une chambre forte secrète. Étage 40 ans après sa mort, Manon était la première personne à la trouver. Manon se tenait au seuil du passage secret, le faisceau de sa lampe de poche englouti par l'obscurité en contrebas. Chaque partie rationnelle de son cerveau hurlait d'appeler quelqu'un, de ne pas descendre seule dans une chambre forte scellée sous un mas abandonné. Mais la rationalité avait quitté sa vie au moment où elle avait tout misé sur une vente aux enchères. Elle descendit la première marche. La pierre était froide sous sa botte, usée et lisse par des pas d'une autre époque. Les murs de chaque côté étaient en roche brute, le genre de construction qui témoignait d'un argent sérieux et d'un secret sérieux. Quelqu'un avait construit cette chambre forte pour durer, pour cacher, pour protéger. Les escaliers descendaient en spirale, peut-être une vingtaine de marches au total, avant de déboucher sur une chambre. La lampe de poche de Manon balaya l'espace, et ce qu'elle vit lui coupa les jambes. Elle s'agrippa au mur pour se soutenir, craignant de s'effondrer. La chambre forte mesurait environ 30 mètres carrés, taillée directement dans la roche-mère sous le mas. Mais ce n'était pas la construction qui lui coupa le souffle. C'était ce qui la remplissait. Des portants tapissaient chaque mur, du sol au plafond, contenant des vêtements enveloppés dans des housses de protection. Au centre de la pièce se trouvaient des vitrines en verre, leurs surfaces obscurcies par des décennies de poussière mais toujours intactes. Des classeurs à dossiers tapissaient un mur. Des caisses en bois étaient empilées dans les coins, et le long du mur du fond, montées sur des étagères industrielles, se trouvaient des dizaines de boîtes de films, du vieux modèle en métal, chacune étiquetée d'une écriture soignée. Manon avança sur des jambes tremblantes, sa lampe de poche révélant davantage à chaque pas. Elle s'approcha de la vitrine la plus proche et essuya la poussière avec sa manche. À l'intérieur, drapée sur un mannequin, se trouvait une robe. Pas n'importe quelle robe. La robe blanche, emblématique, de la piscine. « Oh mon Dieu !» murmura Manon, la voix brisée. « Oh mon Dieu !» Elle passa à la vitrine suivante. À l'intérieur se trouvait une robe de bal impériale, perlée et chatoyante même sous des décennies de poussière. Elle la reconnut de Sissi. La vitrine suivante contenait un tailleur noir, élégant et simple. Une autre, un ensemble Chanel scintillant, celui que Romy avait porté pour chanter l'anniversaire du président. Les mains de Manon tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir la lampe de poche. Elle regardait des millions d'euros de costumes iconiques, chacun un morceau de l'histoire du cinéma, tous cachés dans une chambre forte secrète où personne ne les avait trouvés depuis plus de 40 ans. Mais les costumes n'étaient que le début. Manon se dirigea vers les classeurs, le cœur battant la chamade. Elle ouvrit le premier tiroir avec précaution, craignant que tout ne s'effrite au toucher. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des dizaines d'entre eux, chacun étiqueté d'une écriture nette, correspondance personnelle, dossier financier, contrat, photographie, privée. Elle sortit le dossier de photographie avec des mains tremblantes et l'ouvrit. La première image lui coupa le souffle. Romy Schneider, jeune et radieuse, riant lors d'un feu de camp sur une plage avec des gens que Manon ne reconnaissait pas. Pas de maquillage, juste de la joie pure. La photo suivante montrait Romy lisant un livre dans un jardin, complètement absorbée, inconsciente de l'appareil photo. Ce n'étaient pas des photos publicitaires. C'étaient de vrais moments, des moments privés. La personne derrière l'icône. Manon reposa soigneusement le dossier et se dirigea vers les boîtes de films. Chacune était étiquetée avec un titre et une date. Certaines qu'elle reconnut, des séquences inachevées de La Passante du Sans Souci, le dernier film de Romy. Mais d'autres n'avaient aucun sens. Essai caméra, production inconnue, 1982. Enregistrement personnel,
28 mai 1982. C'était la veille de la mort de Romy. Le pouls de Manon rugissait dans ses oreilles. Elle tendit la main vers cette boîte, puis s'arrêta. Elle ne pouvait pas la regarder ici, dans le noir, seule. Quoi qu'il y ait sur ce film, cela méritait plus qu'une femme effrayée avec une lampe de poche. Elle tourna son attention vers les portants de vêtements. Avec précaution, elle ouvrit l'une des housses. À l'intérieur se trouvait une simple robe de jour, bleu pâle, le genre de choses que quelqu'un porterait pour faire des courses ou rencontrer des amis pour le déjeuner. Elle sentait encore faiblement le parfum, le Chanel numéro 5, la signature de Romy. La housse suivante contenait une robe du soir. Puis un pantalon décontracté et un ensemble pull. Des dizaines de vêtements, une garde-robe entière préservée comme si quelqu'un avait l'intention de revenir les chercher, comme si quelqu'un se préparait à disparaître et à recommencer ailleurs. La gorge de Manon se serra. Elle pensa aux dates. La chambre forte avait été scellée fin 1982, juste après la mort de Romy. Quelqu'un avait pris tout ce qui était important, tout ce qui était précieux, tout ce qui était privé, et l'avait caché. Mais qui et pourquoi? Elle se dirigea vers une autre série d'étagères, celle-ci contenant des boîtes. Elle ouvrit la première avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des scénarios, des dizaines, annotés de la main de Romy. L'un était pour un film intitulé La milliardaire, daté de 1982, un projet dont Manon n'avait jamais entendu parler. Romy avait écrit abondamment dans les marges, notes de personnages, questions, idées pour différentes intonations de répliques. La boîte suivante contenait des journaux intimes, des carnets reliés en cuir remplis de l'écriture de Romy, des pages et des pages de pensées, de peur, de rêves et d'observations. Les mains de Manon tremblaient en sortant un. L'entrée en haut de la page était datée du 15 mai 1982. « Je suis si fatigué d'être Romy Schneider », commençait l'entrée. Elle n'est pas réelle. Elle ne l'a jamais été. Je l'ai créée et maintenant elle a créé une prison dont je ne peux pas m'échapper. Les studios veulent une chose. La presse en veut une autre. Et ce que je veux n'a d'importance pour personne. Je pense de plus en plus à la maison en Provence. Peut-être que je pourrais simplement y disparaître, devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de réel. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Elle referma soigneusement le journal, incapable d'en lire plus. Le poids de ce qu'elle avait découvert était écrasant. Ce n'était pas seulement des souvenirs. C'était toute la vie secrète d'une femme, son plan d'évasion, sa tentative désespérée de se trouver sous l'icône. Elle passa l'heure suivante à tout photographier méthodiquement, documentant le contenu de la chambre forte avec l'œil attentif de quelqu'un qui savait que c'était important. Chaque costume, chaque dossier, chaque correspondance. Le flash de son appareil photo illuminait la chambre souterraine encore et encore, figeant l'histoire dans des fichiers numériques. Lorsque la batterie de son appareil photo mourut enfin, Manon s'assit sur le sol en pierre froide, submergée. Elle essaya de calculer la valeur de ce qu'elle avait trouvé. La robe de la piscine seule pourrait se vendre aux enchères pour des millions. La robe de Sissi, probablement 10 millions ou plus. Les journaux intimes, les séquences de films inédites, les photographies, les contrats qui pourraient révéler des secrets que le cinéma français avait enterrés. C'était incalculable. 200 millions, pensa-t-elle. Peut-être plus, peut-être beaucoup plus. Elle était venue ici en espérant revendre une propriété pour assez d'argent pour éviter à sa fille de se retrouver à la rue. Au lieu de cela, elle était tombée sur la plus grande découverte du cinéma français du siècle. Manon remonta les escaliers en colimaçon, les jambes faibles, l'esprit tourbillonnant. Elle émergea dans la chambre principale, le soleil de fin d'après-midi filtrant maintenant par les portes-fenêtres, peignant tout en or. Elle resta là, respirant difficilement, essayant de traiter ce qu'elle venait de voir, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Son téléphone vibra. Un texto de Simone. Chloé demande quand tu rentreras. Est-ce que je lui donne à dîner? Manon vérifia l'heure. Presque 17 heures. Elle avait été dans la chambre forte pendant près de 3 heures. Elle répondit par texto. En route. Je serai là dans 1 heure. Merci. Elle jeta un dernier regard à la chambre, à la coiffeuse avec la brosse à cheveux de Romy, au bracelet toujours dans sa boîte, à la porte cachée dans le placard toujours ouverte. Puis elle la referma soigneusement, entendant le loquet se remettre en place. Alors que Manon traversait le mas en direction de la porte d'entrée, elle remarqua des choses qu'elle avait manquées lors de sa première exploration.
Un piano à queue dans le salon. Une partition encore sur le pupitre. Une bibliothèque remplie de volumes, dont beaucoup de littérature classique. Dostoïevski, James Joyce, des recueils de poésie. La presse avait toujours des pains remis comme une tête brûlée. Mais cette bibliothèque racontait une autre histoire. Dans la cuisine, elle trouva une tasse de café encore sur le comptoir, une tache de rouge à lèvres sur le bord, comme si quelqu'un l'avait posée et avait l'intention de revenir la chercher. La vue de cette tasse fit mal à Manon. Cette maison était un instantané d'une vie interrompue. Une évasion qui n'a jamais eu lieu. Des rêves scellés dans le noir. Elle ferma la porte d'entrée à clé derrière elle et se dirigea vers la voiture, les clés lourdes dans sa poche. En redescendant l'allée envahie par la végétation vers la route panoramique, elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Le mas était assis sur sa falaise, la regardant partir, gardant ses secrets près de lui. L'esprit de Manon tourbillonnait pendant le trajet de retour vers Lyon. Elle avait besoin d'un plan. Elle ne pouvait pas simplement appeler Sotheby's et dire « Salut, j'ai trouvé la chambre forte secrète de Romy Schneider ». Les gens la prendraient pour une folle ou, pire, une fraudeuse. Elle avait besoin d'une authentification, d'experts, d'une protection juridique. Elle devait faire les choses correctement. Mais d'abord, elle devait en parler à quelqu'un. Le secret était trop lourd à porter seul. Cette nuit-là, après avoir mis Chloé au lit avec des promesses que oui, tout irait bien, Manon s'assit à sa table de cuisine avec son ordinateur portable et commença ses recherches. Elle chercha des historiens de Romy Schneider, des archivistes, des maisons de vente aux enchères spécialisées dans les souvenirs du cinéma. Elle lut des articles sur d'autres grandes découvertes et comment elles avaient été gérées. Le consensus était clair, agir avec prudence, tout authentifier et s'attendre à des contestations. Elle trouva le nom d'une experte de Romy Schneider, une femme nommée Dr Monique Lambert, qui avait écrit 3 livres sur l'actrice et conseiller de grandes maisons de vente aux enchères. Manon rédigea un email, le supprima, en rédigea un autre, le supprima aussi. Comment expliquer quelque chose comme ça sans passer pour une illuminée? Finalement, elle écrivit « Dr Lambert, je m'appelle Manon Dubois. J'ai récemment acquis une propriété en Provence qui, je crois, appartenait à Romy Schneider. J'ai trouvé des objets qui pourraient avoir une importance historique. J'aimerais vous engager pour les authentifier. Veuillez m'appeler dès que possible. C'est urgent et confidentiel. » Elle cliqua sur « Envoyer » avant de pouvoir se raviser, puis ferma l'ordinateur portable et pressa ses mains contre ses yeux. Son corps était endolori par l'épuisement. Elle avait à peine dormi depuis des jours, fonctionnant à l'adrénaline et au désespoir, et maintenant, de manière terrifiante, à l'espoir. Le lendemain matin, dimanche, Manon se réveilla au son de son téléphone. Numéro inconnu. Elle répondit d'une voix ensommeillée. « Mademoiselle Dubois, c'est Monique Lambert. J'ai reçu votre email. Je dois vous dire que je reçois fréquemment des messages de ce type, et 99% d'entre eux s'avèrent n'être rien. Mais quelque chose dans votre message m'a intrigué. Dites-moi ce que vous avez trouvé. » Manon s'assit, soudainement bien réveillée. « Docteur Lambert, je sais que cela semble impossible, mais j'ai trouvé une chambre forte cachée sous la maison. Elle contient des costumes, des objets personnels, des journaux intimes, des séquences de films, de la correspondance. La robe blanche de la piscine est là. La robe de bal de Sissi. Des dizaines d'autres pièces. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, prudemment, Mademoiselle Dubois, les objets que vous mentionnez sont répertoriés. La robe de la piscine est dans une collection privée. La robe de Sissi a été vendue aux enchères il y a des années. Alors ce sont des répliques ou des faux, dit Manon, la voix ferme. Parce que je regarde les vrais. Je peux le prouver. J'ai des photographies, en haute résolution, de chaque détail. Une autre pause. Envoyez-les-moi. Si ce que vous dites est vrai, s'il y a ne serait-ce qu'une chance, je dois les voir immédiatement. Manon passa l'heure suivante à télécharger des photos sur un serveur sécurisé et à envoyer le lien au docteur Lambert. Puis elle attendit, faisant les 100 pas dans son minuscule appartement, buvant du café, essayant de ne pas penser à toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Son téléphone sonna 2 heures plus tard. La voix du docteur Lambert était tremblante. « Mademoiselle Dubois, où êtes-vous en ce moment? Je prends l'avion pour Lyon aujourd'hui. Nous devons nous rencontrer immédiatement. Et nous devons être très,
très prudente quant aux personnes qui sont au courant. Pourquoi? Demanda Manon, bien qu'une partie d'elle le sache déjà. Parce que ce que vous avez trouvé n'est pas seulement précieux, c'est dangereux. La mort de Romy a toujours été controversée. S'il y a des preuves dans cette chambre forte, des séquences de films, des journaux de ces derniers jours, il y a des gens qui ont passé 40 ans à s'assurer que certaines vérités restent enterrées. Ils ne seront pas heureux que vous les ayez trouvées. Un frisson parcourut l'échine de Manon. Quel genre de personne? Le genre qui ne laisse pas de traces, dit doucement le docteur Lambert. Retrouvez-moi demain matin. N'en parlez à personne d'autre. Ne postez rien sur les réseaux sociaux. Et, mademoiselle Dubois, soyez prudente. Manon raccrocha, les mains tremblantes. Dans quoi s'était-elle embarquée? Le lendemain matin, Manon rencontra le docteur Lambert dans un café à Aix-en-Provence. L'historienne avait la soixantaine, élégante et perspicace, vêtue d'un tailleur qui parlait de succès. Elle leur commanda à toutes les deux un café et choisit une table dans un coin, loin des fenêtres. « Montrez-moi tout », dit le docteur Lambert sans préambule. Manon sortit son ordinateur portable et lui fit parcourir les photographies. Les mains du docteur Lambert tremblaient en zoomant sur les images des robes, des bijoux, des journaux. À un moment donné, elle eut un hoquet audible. « C'est réel », murmura-t-elle. « Mon Dieu, tout cela est réel. Comprenez-vous ce que vous avez trouvé? Cela réécrit tout ce que nous pensions savoir sur sa dernière année. Pouvez-vous l'authentifier officiellement? Demanda Manon. Je le peux. Je le ferai. Mais Manon, puis-je vous appeler Manon? Vous devez comprendre ce qui va se passer. Une fois que la nouvelle de cette découverte se répandra, vous serez soumise à un examen incroyable. Les collectionneurs vous offriront des fortunes. Les studios voudront les séquences de films. Les musées se battront pour les artefacts. Et il y aura des gens puissants, qui voudront que cela disparaisse. Pourquoi quelqu'un voudrait-il que ça disparaisse? Le docteur Lambert ferma l'ordinateur portable et la regarda directement. Parce que Romy Schneider n'est pas morte d'une overdose accidentelle. Il y a toujours eu des preuves suggérant qu'elle en savait trop, qu'elle avait des relations avec trop d'hommes puissants, qu'elle gardait des archives et des enregistrements de conversations qui pourraient détruire des carrières et des réputations. Si ces preuves sont dans votre chambre forte, vous n'êtes pas seulement assise sur l'histoire du cinéma. Vous êtes assise sur une poudrière politique. Manon se renversa sur sa chaise, son café oublié. La boîte de film étiquetée 28 mai 1982. C'est la veille de sa mort. Le docteur Lambert pâlit. Vous avez des séquences de ce jour-là. Les avez-vous regardées? Non, j'avais peur. La chambre forte, ce n'est pas exactement bien éclairé, et je ne savais pas comment manipuler le film sans l'endommager. Malin. Nous aurons besoin d'un équipement spécialisé. Mais Manon, si ces séquences montrent ce que je pense qu'elles pourraient montrer, nous devons agir avec une extrême prudence. D'abord, nous sécurisons tout. Ensuite, nous authentifions. Ensuite, nous décidons comment procéder. Elle sortit une carte de visite. C'est mon avocat. Il est spécialisé dans les découvertes de successions de grande valeur. Appelez-le aujourd'hui. Vous avez besoin d'une protection juridique avant d'aller plus loin. Manon prit la carte avec des doigts engourdis. Il y a 3 jours, elle était menacée d'expulsion. Maintenant, elle avait besoin d'un avocat spécialisé dans les découvertes de plusieurs millions d'euros. Le choc lui donnait le vertige. Il y a autre chose, dit le docteur Lambert avec précaution. La fiducie du crépuscule, l'entité qui possédait la propriété. J'ai fait des recherches la nuit dernière. Elle a été créée en 1953, un an après que Romy a acheté la maison. Les fiduciaires étaient son agent et son avocat, tous deux morts depuis longtemps. La fiducie était censée entretenir la propriété à perpétuité, mais elle a été dissoute à la mort du dernier fiduciaire en 2010. Le domaine l'a saisie pour arriéré d'impôts il y a 2 ans. Donc, elle est vraiment à moi, légalement? La propriété l'est. Le contenu est plus compliqué. Techniquement, il ferait partie de la succession de Romy, qui a été réglée il y a des décennies. Mais si personne ne connaissait l'existence de cette chambre forte, si elle n'a jamais fait partie de l'inventaire, alors vous pourriez arguer qu'il s'agit de biens abandonnés qui accompagnaient la maison. Mon avocat pourra clarifier, mais Manon, vous devez être prête pour une bataille juridique.
Je ne peux pas me permettre une bataille juridique, dit doucement Manon. Je peux à peine me permettre un loyer. Le docteur Lambert sourit légèrement. Si ce que vous avez trouvé est réel, et je crois que c'est le cas, vous n'aurez plus jamais à vous soucier du loyer. Mais nous devons d'abord vous protéger, puis la découverte, ensuite nous pourrons parler de valeur. Ils parlèrent pendant une autre heure, faisant des plans, discutant des prochaines étapes. Le docteur Lambert voulait visiter la chambre forte elle-même dans les 2 jours, apportant un équipement spécialisé pour documenter et préserver correctement tout. Elle voulait également amener un authentificateur judiciaire et un expert en préservation de films. Plus nous aurons de vérifications d'experts dès le début, plus il sera difficile pour quiconque de contester la découverte, expliqua-t-elle. Manon accepta tout, la tête lui tournant. Quand elles se séparèrent enfin, le docteur Lambert lui donna un dernier avertissement. N'allez plus à la maison seul. Et si quelqu'un vous approche au sujet de la propriété, n'importe qui, ne leur dites pas ce que vous avez trouvé. Dites simplement que vous évaluez encore la structure. Manon rentra chez elle avec ces mots résonnant dans son esprit. Ne pas y aller seul. Pourquoi? Qui le docteur Lambert pensait-il pourrait la surveiller? Elle eut sa réponse cette nuit-là. Manon préparait le dîner pour Chloé. Des pâtes avec une sauce en bocal, le genre de repas bon marché qu'elle avait appris à faire durer. Quand son téléphone sonna, encore un numéro inconnu. Elle répondit. Mademoiselle Dubois. La voix d'un homme, douce et cultivée. Mon nom est Stéphane Leroy. Je crois que vous m'avez battu à une vente aux enchères vendredi dernier. Le sang de Manon se glaça. Leroy, l'homme en costume qui avait été sorti de la salle des ventes. Comment avez-vous eu mon numéro? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je suis prêt à vous offrir une somme très généreuse pour la propriété que vous avez achetée. Le double de ce que vous avez payé, 25 000 € en espèces, aujourd'hui. Vous signez l'acte de vente, vous partez, et nous oublions tous les deux que cette transaction a eu lieu. La propriété n'est pas à vendre, dit Manon, essayant de garder sa voix stable. Mademoiselle Dubois, je ne pense pas que vous compreniez. Cette propriété a certaines, disons, complications historiques. Il serait beaucoup plus simple pour tout le monde que vous me la vendiez. Je suis prêt à monter jusqu'à 50 000. 50 000 €. Il y a un mois, cela aurait changé sa vie. Maintenant, sachant ce qu'il y avait dans cette chambre forte, c'était une insulte. Mais plus que ça, l'appel lui-même était menaçant. Comment avait-il eu son numéro? Comment savait-il qu'elle serait à la maison? Monsieur Leroy, j'apprécie l'offre, mais je ne suis pas intéressé. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblantes. Chloé leva les yeux de son livre de coloriage. C'était qui, maman? Personne, ma chérie. Juste un mauvais numéro. Mais ce n'était pas personne. Et Manon avait le pressentiment que ce n'était que le début. Le lendemain, mardi, Manon s'arrangea pour que Chloé reste de nouveau avec Simone et retourna en Provence avec le docteur Lambert et son équipe. Ils étaient 4 au total, le docteur Lambert, un spécialiste de la préservation de films nommé Thomas, une authentificatrice judiciaire nommée Sarah, et un photographe nommé James, spécialisé dans la documentation d'archives. Ils travaillèrent toute la journée, cataloguant méthodiquement chaque objet de la chambre forte. Thomas manipula les boîtes de films avec un soin révérencieux, expliquant que les séquences devraient être numérisées dans une installation à climat contrôlé. Sarah examina les costumes sous un éclairage spécialisé, comparant les motifs de couture, la composition des tissus et les motifs d'usure avec des vêtements authentifiés de Romy Schneider. C'est tout vrai, murmurait Sarah, secouant la tête avec incrédulité. Chaque pièce. La provenance est parfaite. Ce sont les costumes réels. Le docteur Lambert se concentra sur les journaux et la correspondance, photographiant chaque page, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure qu'elle lisait. Finalement, elle appela Manon. Vous devez voir ça, dit-elle doucement, montrant à Manon une lettre datée de juillet 1982. Elle était écrite de la main de Romy, adressée à personne. J'en sais trop, disait la lettre. Il pense que je suis juste une blonde écervelée, mais j'ai gardé des archives. Chaque conversation, chaque promesse, chaque menace. Ils ont peur maintenant. Ils devraient l'être. S'il m'arrive quelque chose, si je disparais ou si j'ai un accident, les gens doivent savoir la vérité.
Je mets tout ce qui est important en lieu sûr. La maison que personne ne connaît. C'est ma police d'assurance. La gorge de Manon était serrée. Elle savait qu'elle était en danger. Le docteur Lambert hocha la tête d'un air sombre. Et elle s'y préparait. La question est, que savait-elle exactement? Et de qui avait-elle peur? Ils trouvèrent d'autres lettres, des pièces d'un puzzle qui suggéraient que Romy avait été impliqué dans des affaires bien au-delà du cinéma français. Des références à des personnalités politiques, à des conversations qu'elle n'aurait pas dû entendre, à des secrets qu'on lui avait confiés et qu'elle avait ensuite enregistrés. Elle avait monté un dossier, rassemblé des preuves, se protégeant de la seule manière qu'elle connaissait. Le soir, ils avaient tout photographié et documenté. Le consensus parmi les experts était unanime. La découverte était authentique, sans précédent, et valait, de manière conservatrice, 200 millions d'euros, peut-être beaucoup plus selon ce que les séquences de films révéleraient. Nous devons rendre cela public bientôt, dit le docteur Lambert alors qu'il refermait la chambre forte à clé. Plus nous attendons, plus cela devient dangereux. La nouvelle fuira. C'est toujours le cas. Et quand ce sera le cas, vous devrez être protégé par la publicité. Rendre impossible pour quiconque de faire taire cela. Manon hocha la tête, bien que son estomac se noue d'anxiété. Elle pensa à l'appel de Leroy, à la façon dont il lui avait offert de l'argent pour disparaître, aux avertissements du docteur Lambert selon lesquels des personnes puissantes ne voudraient pas que cette découverte fasse surface. Alors qu'ils retournaient à leur voiture dans la lumière déclinante, Manon remarqua quelque chose. Une berline noire était garée plus bas sur la route, à peine visible à travers les arbres. La même berline qu'elle avait vue ce matin-là en arrivant. Elle n'avait pas bougé. « Docteur Lambert, » dit doucement Manon, « on nous surveille. » L'historienne suivit son regard et sa mâchoire se crispa. « Montez dans votre voiture. Rentrez directement chez vous. Ne vous arrêtez nulle part. Je vous suis. » Le cœur de Manon battait la chamade pendant qu'elle retournait à Lyon, vérifiant constamment son rétroviseur. La berline noire ne suivit pas, mais c'était presque pire. Il savait où elle vivait. Il savait probablement où Chloé allait à l'école. Cette nuit-là, Manon dormit à peine. Elle resta allongée dans son lit, écoutant chaque son, sursautant à chaque voiture qui passait dehors. À 2 heures du matin, elle se leva et alla voir Chloé, regardant sa fille dormir paisiblement, ignorant béatement que leur vie venait de devenir très compliquée et peut-être très dangereuse. Manon était venue en Provence, désespérée d'un miracle financier. Elle en avait trouvé un. Mais les miracles, elle l'apprenait, ont toujours un prix. Et elle était sur le point de découvrir à quel point ce prix pouvait être élevé. La première vraie menace arriva le mercredi matin. Manon accompagnait Chloé à l'arrêt de bus lorsqu'un homme les aborda sur le trottoir. Il était bien habillé, la quarantaine, avec le genre de sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Mademoiselle Dubois, je me demandais si je pouvais vous dire un mot. » Manon plaça instinctivement Chloé derrière elle. « Je suis avec ma fille. Quoi que vous vendiez, je ne suis pas intéressé. Je ne vends rien. Je propose de l'aide. Mes clients sont très intéressés par la propriété que vous avez achetée en Provence. Ils sont prêts à vous offrir 750 000 € en espèces. Sans poser de questions. » Le souffle de Manon se coupa. 3/4 million. Plus d'argent qu'elle n'enverrait de sa vie. Assez pour assurer l'avenir de Chloé pour toujours. Mais la façon dont il les avait approchés, les acculant dans la rue près de sa fille, lui donna la chair de poule. « Vos clients peuvent contacter mon avocat, » dit fermement Manon, bien qu'elle ait à peine un avocat pour le moment. « Ne m'approchez plus, ni moi ni ma fille. » Elle prit la main de Chloé et se dirigea rapidement vers l'arrêt de bus, le cœur battant. L'homme ne la suivit pas, mais elle pouvait sentir ses yeux dans son dos. Quand elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, il était au téléphone, parlant avec urgence à quelqu'un. Après le départ du bus de Chloé, Manon appela le docteur Lambert, la voix tremblante. « Ils m'ont approché dans la rue, près de ma fille. Ils ont offert 750 000. Ils essaient de vous effrayer pour que vous vendiez avant que la découverte ne soit rendue publique, » dit le docteur Lambert. « C'est une tactique. N'entrez pas dans leur jeu. J'ai pris rendez-vous avec l'avocat pour cet après-midi. Nous avançons le calendrier. Nous rendons cela public cette semaine. » Cette semaine? Mais nous n'avons pas fini d'authentifier tout. Nous en avons assez.
plus nous attendons, plus cela devient dangereux. Il vous surveille déjà, vous approche en public. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas une offre. Le sang de Manon se glaça. Vous voulez dire qu'il nous ferait du mal? Le docteur Lambert fit une pause. Je dis que des gens puissants ont fait des choses terribles pour protéger leurs secrets. Et la chambre forte de Romy contient des secrets qui pourraient détruire des réputations, des héritages, des fortunes. Nous devons prendre les devants. Cet après-midi-là, Manon rencontra le docteur Lambert et l'avocat, un homme perspicace d'une 50aine d'années nommé Olivier Durand, dans son bureau du centre-ville. La vue donnait sur la ville, des tours de verre et d'acier s'étendant jusqu'à l'horizon, un rappel de la quantité d'argent et de pouvoir qui existait dans cette ville. « Laissez-moi être clair sur votre position, dit Durand, étalant des documents sur son bureau. Vous êtes légalement propriétaire du bien. Le contenu de la chambre forte, cependant, tombe dans une zone grise. Techniquement, il aurait dû faire partie de la succession de Romy Schneider, qui a été réglée en 1983. Son principal bénéficiaire était son coach de théâtre, qui est décédé en 1995. Sa veuve a hérité. Elle a finalement vendu aux enchères la plupart des biens connus de Romy. Mais personne ne connaissait cette chambre forte, dit Manon. Exactement. Ce qui signifie que ces objets n'ont jamais été inventoriés, n'ont jamais fait partie de la succession. Ils sont abandonnés depuis 41 ans. Selon le droit français, les biens abandonnés trouvés sur une propriété que vous possédez deviennent votre propriété, avec certaines exceptions. Nous pouvons argumenter que ces exceptions ne s'appliquent pas ici. Allons-nous gagner? Demanda Manon. Durand échangea un regard avec le docteur Lambert. Finalement, oui. Mais ce sera coûteux et prendra du temps. La succession contestera presque certainement votre propriété. Les collectionneurs qui ont acheté des objets qu'ils croyaient être des originaux de Romy poursuivront pour fraude ou fausse déclaration. Les studios pourraient revendiquer la propriété des séquences de films. Ça va être laid. À quel point? Des millions en frais de justice, des années au tribunal, des menaces de mort, probablement. Votre vie sera examinée au microscope. Chaque décision que vous avez prise sera remise en question. Et ça, c'est si nous jouons selon les règles. Les mains de Manon tremblaient. Et si nous ne jouons pas selon les règles? Alors vous disparaissez avec tout et vous le vendez sur le marché noir, vous gagnez des millions, mais vous passez le reste de votre vie à regarder par-dessus votre épaule. Non recommandé, surtout avec une fille. Manon pensa à Chloé, ses yeux brillants et sa confiance que sa mère la garderait en sécurité. Je veux faire ça correctement. Légalement, publiquement. Alors nous partons en guerre, dit Durand. Nous annonçons la découverte lors d'une conférence de presse. Nous montrons juste assez de preuves pour prouver que c'est réel, mais nous retenons le matériel le plus explosif. Nous vous rendons sympathique. Une mère célibataire qui a fait une découverte incroyable, pas une pilleuse de tombe. Nous contrôlons le récit avant qu'il ne le puisse. Quand? Demanda Manon. Vendredi. Dans 2 jours. Le docteur Lambert s'est occupé d'un lieu et des contacts avec les médias. Nous aurons des pièces authentifiées exposées, des experts pour tout vérifier, et vous raconterez votre histoire. Une fois que ce sera public, vous serez protégé par la lumière du jour. Beaucoup plus difficile de vous faire disparaître quand le monde entier regarde. Manon hocha lentement la tête, essayant de contrôler la peur qui montait dans sa poitrine. D'accord, faisons-le. Les 48 heures suivantes passèrent dans un flou. Manon dormit à peine, préparant sa déclaration, travaillant avec le docteur Lambert pour sélectionner les objets à exposer, coordonnant avec Durand la stratégie juridique. Chloé resta avec Simone, qui avait commencé à se douter que quelque chose d'important se passait, mais ne posa aucune question. Le jeudi soir, Manon retourna au Mas Provençal une dernière fois avant la conférence de presse. Elle devait récupérer des objets spécifiques que le docteur Lambert avait choisis, un des journaux de Romy, une lettre d'une importance historique particulière, et un seul costume, la robe de bal de Sissi, pour prouver l'authenticité. Le docteur Lambert avait voulu l'accompagner, mais Manon insista pour y aller seule. Elle avait besoin de temps dans la maison, de temps pour réfléchir, pour se préparer à ce qui allait arriver. Elle avait été si concentrée sur la survie, sur le sauvetage de Chloé du sans-abrisme, qu'elle n'avait pas entièrement assimilé ce qu'elle avait trouvé. Maintenant, à la veille de changer sa vie pour toujours, elle avait besoin de le comprendre.
Le soleil se couchait lorsque Manon arriva au mas, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. La maison semblait différente, moins menaçante, plus triste, comme une femme attendant quelqu'un qui ne rentrerait jamais. Manon déverrouilla la porte d'entrée et entra. Les derniers rayons de soleil filtraient par les fenêtres brisées, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air comme des souvenirs. Elle traversa lentement les pièces, passant sa main sur les meubles, les murs, la rampe du grand escalier. Dans la chambre principale, elle ouvrit la porte cachée de la chambre forte et descendit les escaliers en colimaçon. L'espace semblait différent maintenant qu'elle comprenait ce qu'il contenait. Pas seulement des objets de valeur, mais la tentative désespérée d'une femme de se protéger, de préserver sa vérité au cas où le pire arriverait. Et le pire était arrivé. Romy était morte à 43 ans dans des circonstances qui restaient controversées 41 ans plus tard. Et tout cela, sa police d'assurance, était restée cachée jusqu'à ce qu'une mère célibataire désespérée tombe dessus. Manon emballa soigneusement les objets demandés par le docteur Lambert dans une mallette de protection. Ce faisant, elle remarqua quelque chose qu'elle avait manqué auparavant. Derrière l'un des classeurs, partiellement caché dans l'ombre, se trouvait un petit coffre-fort encastré dans le mur. Le faisceau de sa lampe de poche capta le reflet du métal. Son pouce accéléra. Elle écarta le classeur. Il roula sur des roulettes, clairement conçues pour être déplacées, et révéla entièrement le coffre. Il était démodé, du genre avec un cadran à combinaison, et scotché sur le devant se trouvait une petite enveloppe avec un seul mot écrit dessus, « Vérité ». Les mains de Manon tremblaient en décollant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un bout de papier avec 3 nombres, 14, 28, 36. Elle tourna le cadran avec précaution. À droite jusqu'à 14, à gauche jusqu'à 28, à droite jusqu'à 36. La serrure s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur du coffre se trouvaient 3 objets. Une bobine de bande audio, une lettre dans une enveloppe scellée, et un petit carnet d'adresses noir. Manon sortit d'abord la lettre. L'enveloppe était adressée à « celui ou celle qui trouvera ceci ». Elle l'ouvrit avec précaution, dépliant des pages couvertes de l'écriture de Romy. La lettre était datée du 28 mai 1982, la veille de sa mort. « Si vous lisez ceci, » commençait-elle, « alors quelque chose m'est arrivé. J'espère que je me trompe. J'espère que je suis juste paranoïaque et dramatique comme ils disent toujours que je le suis. Mais je ne le pense pas. Je pense qu'ils vont me tuer, et ils vont faire passer ça pour un suicide ou un accident, et tout le monde le croira parce que je suis juste une blonde écervelée qui ne sait pas gérer ses pilules. Mais je ne suis pas stupide. J'ai écouté. J'ai enregistré. Je sais pour l'argent, les liaisons, les plans qu'ils pensaient garder secrets. Je sais qui était vraiment derrière les politiques du président. Je sais quels patrons de studios sont liés au crime organisé. Je sais quels politiciens sont victimes de chantage et par qui. J'ai gardé des preuves de tout. La bande audio dans ce coffre contient des conversations qui pourraient détruire des carrières, renverser des administrations, envoyer des hommes puissants en prison. Le carnet d'adresses liste toutes les personnes qui m'ont confié des secrets qu'elles n'auraient pas dû partager. Je n'ai jamais voulu devenir dangereuse. Je voulais juste être aimée. Mais le savoir, c'est le pouvoir, et j'ai trop des deux. Je mets ceci dans ma maison sûre, l'endroit que personne ne connaît sauf les personnes en qui j'ai confiance pour le protéger après mon départ. Si je meurs, je veux que la vérité éclate. Pas pour la vengeance, mais pour la justice. Pour que le monde sache que je n'étais pas juste une victime, pas juste une tragédie. J'étais une femme qui s'est défendue de la seule manière que je connaissais. Soyez prudents avec ceci. Les personnes impliquées sont toujours puissantes, ou leurs enfants le sont, ou leurs héritages le sont. Ils ne voudront pas que cela soit révélé. Mais je vous fais confiance pour faire ce qui est juste. Montrer au monde qui j'étais vraiment. Pas l'icône, pas le sex symbole, mais la personne en dessous qui a tant essayé de compter. Avec l'espoir que la vérité survive même si je ne survis pas, Rosemary. Elle l'avait signé de son nom de naissance, pas Romy Schneider, mais Rosemary Magdalena Halbach, la femme derrière le masque. Les yeux de Manon s'embrouillèrent de larmes. Elle replia soigneusement la lettre et regarda la bande audio. Quoi qu'il y ait d'enregistré dessus, c'était assez important pour que Romy les cachât comme son dernier acte. Des preuves qui pourraient encore, 41 ans plus tard, détruire des personnes puissantes ou leurs descendants. Elle mit la lettre et la bande dans sa mallette de protection avec les autres objets. Le carnet d'adresses, elle le photographia page par page, puis le remit dans le coffre.
Certaines choses devaient être révélées avec soin, stratégiquement, avec une protection juridique en place. Alors que Manon se préparait à quitter la chambre forte, elle entendit quelque chose. Un bruit à l'étage. Des pas. Son sang se glaça. Elle avait fermé la porte d'entrée à clé. Personne ne devait être dans la maison. Elle éteignit sa lampe de poche et resta parfaitement immobile dans l'obscurité, à l'écoute. Les pas se déplacèrent dans les pièces au-dessus, délibérés, cherchant. Plus d'une personne, au moins 2, peut-être 3. Le cœur de Manon battait la chamade contre ses côtes. Elle chercha une autre sortie dans la chambre forte. Il n'y en avait aucune. La seule issue était de remonter les escaliers en colimaçon et de passer par le placard de la chambre principale. Elle était piégée. Les pas se rapprochèrent. Ils étaient maintenant dans la chambre principale. Elle entendit des voix, des hommes parlant doucement. Elle est venue récemment. Regardez les traces de poussière. Vérifiez tout. Le patron veut qu'on trouve cette chambre forte. Le souffle de Manon se coupa. Il cherchait la chambre forte. Mais comment savait-il qu'elle existait? Elle avait été si prudente. Puis elle se souvint de la berline noire qui les avait observés. Il surveillait la maison. Il devait l'avoir vue, elle et l'équipe du docteur Lambert, entrer et sortir. Ils avaient fait le lien. Les voix se firent plus fortes. Ils étaient dans le placard. Manon se plaqua contre le mur du fond de la chambre forte, derrière l'un des portants, essayant de se rendre invisible. Son téléphone était dans sa poche, mais elle n'osa pas bouger pour l'atteindre. Le mur ici a l'air différent, dit une voix. Du plâtre plus récent. Il doit y avoir quelque chose derrière. Commencez à chercher un mécanisme de déclenchement. Elle l'a trouvé. On peut le trouver aussi. Manon retint son souffle. La mallette de protection avec la lettre et la bande de remis était posée sur le sol près des escaliers, clairement visible s'ils ouvraient la porte cachée. Elle ne pouvait pas les laisser la trouver. Quoi qu'il y ait sur cette bande, Romy était morte en la protégeant. Manon ne les laisserait pas la détruire maintenant. Elle les entendit taper sur le mur, cherchant le déclencheur. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle avait peut-être quelques minutes avant qu'il ne le trouve. Elle devait soit se cacher, soit se battre, et se cacher n'allait pas fonctionner s'ils ouvraient la chambre forte. Les doigts de Manon se refermèrent sur son téléphone. Elle ouvrit soigneusement et silencieusement l'application appareil photo et commença à enregistrer une vidéo, la pointant vers les escaliers. S'il lui arrivait quelque chose, au moins il y aurait des preuves. Puis elle prit une décision. Elle attrapa la mallette de protection et se déplaça silencieusement vers les escaliers. S'ils ouvraient la porte, elle leur foncerait dessus. La surprise était son seul avantage. Mais avant qu'elle ne puisse se positionner, son téléphone sonna. Le son explosa dans le silence comme un coup de feu. L'école de Chloé appelait. Le sang de Manon se glaça. « Quelqu'un est en bas !» cria une voix d'en haut. « La porte ! Trouvez la porte !» Manon entendit des bruits de pas précipités, puis un déclic. Le panneau caché commença à s'ouvrir. La lumière inonda la cage d'escalier. Une silhouette apparut en haut des marches, à contre-jour et menaçante. Mademoiselle Dubois, appela une voix d'homme. C'était doux, cultivé, familier. Stéphane Leroy. Je pense que nous devons avoir une conversation. Manon se tenait au bas des escaliers, serrant la mallette de protection contre sa poitrine, son téléphone enregistrant toujours dans sa main. Sortez de ma maison. Votre maison? Leroy eut un petit rire. C'est intéressant. Voyez-vous, ma famille a une longue histoire avec cette propriété. Mon grand-père était l'un des fiduciaires de la fiducie du crépuscule. Il a aidé Romy à mettre tout cela en place. Et quand elle est morte, il s'est assuré que tout reste enterré. C'était son dernier vœu que ses secrets restent cachés. Alors il était du mauvais côté de l'histoire, dit Manon, sa voix plus ferme qu'elle ne le sentait. Romy voulait que la vérité éclate. J'ai sa lettre. Elle voulait que les gens sachent ce qui lui est arrivé. Le roi descendit quelques marches. Manon pouvait le voir plus clairement maintenant. Costume cher, yeux froids, et 2 hommes derrière lui. Plus grand, clairement des gros bras. Cette lettre est la propriété de ma famille. Tout dans cette chambre forte l'est.
Mon grand-père a protégé les secrets de Romy pendant des décennies. Je ne vais pas laisser une mère célibataire anonyme avec un complexe de sauveur détruire son héritage. Son héritage, c'est de protéger des tueurs, répliqua Manon. Votre grand-père a aidé à couvrir un meurtre. Faites attention aux accusations que vous ne pouvez pas prouver. Le roi descendit une autre marche. Voici ce qui va se passer. Vous allez me donner cette mallette. Vous allez signer un accord de non-divulgation, et vous allez accepter 1 million d'euros en échange de votre silence et de l'acte de propriété de cette maison. Sinon, les choses deviendront très désagréables pour vous et votre fille, Chloé. La mention du nom de Chloé glaça le sang de Manon. Restez loin d'elle. Alors coopérez. 1 million d'euros, mademoiselle Dubois. Pensez à ce que cela pourrait faire pour Chloé. École privée, université, un vrai avenir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser tomber. Les mains de Manon se crispèrent sur la mallette. 1 million d'euros. C'était plus qu'elle n'avait jamais rêvé. Assez pour donner à Chloé tout ce qu'elle avait toujours voulu pour elle. Mais elle pensa à la lettre de Romy, à une femme qui savait qu'elle était en danger et avait essayé de se protéger, qui avait supplié celui qui trouverait sa vérité de la partager. Elle pensa à 41 ans de mensonges, d'un récit contrôlé par des hommes puissants qui avaient effacé une femme gênante. Elle pensa à Chloé, oui, mais pas seulement à l'argent, mais au genre de femme qu'elle voulait que sa fille devienne. Quelqu'un qui défend la vérité même quand c'est difficile, ou quelqu'un qui prend l'argent facile et laisse l'injustice rester enterrée. Non, dit doucement Manon. Je ne vends pas. Ce n'est pas à vous. Ça n'a jamais été à vous. Romy a laissé ça pour le monde, pas pour que votre famille le cache. L'expression de le roi se durcit. Il fit un signe de tête aux hommes derrière lui. Prenez la mallette. Ils commencèrent à descendre les escaliers. Manon recula, son esprit tournant à toute vitesse. Elle était acculée, sans issue, mais son téléphone enregistrait toujours, capturant tout. Les menaces de le roi, son aveu de l'implication de sa famille, ces hommes avançant sur elle. Vous êtes filmé, dit Manon à voix haute, levant son téléphone. Tout ça, vos menaces contre ma fille, votre aveu que votre famille a aidé à couvrir le meurtre de Romy. Tout est enregistré et téléchargé sur le cloud. Vous me touchez et ça devient viral. Elle bluffait sur le téléchargement sur le cloud, mais ils ne le savaient pas. Les hommes hésitèrent, regardant le roi, la mâchoire serrée. Effacez cette vidéo. Non. La voix de Manon était calme maintenant. La peur s'était transformée en fureur. C'était plus grand qu'elle, plus grand que Chloé, plus grand que l'argent. C'était à propos d'une femme qui avait été réduite au silence, de vérité qui méritait de voir le jour. Je sors d'ici. Vous allez me laisser passer, et demain, je vais dire au monde entier ce que j'ai trouvé. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire, siffla le roi. Ma famille a des relations qui remontent jusqu'à, je m'en fiche, l'interrompit Manon. Je me fiche de votre puissance, de vos relations, de votre argent. Romy Schneider a été assassinée pour ce qu'elle savait, et vous allez laisser faire ça parce que ça protège la réputation de votre famille. Je suis une mère célibataire qui a été expulsée, qui a vendu tout ce que je possède, qui n'a plus rien à perdre. Vous ne pouvez pas me faire peur parce que j'ai déjà perdu tout ce qui compte, sauf ma fille et mon intégrité, et je ne les perdrai pas. Elle commença à monter les escaliers, les forçant à reculer. Son cœur battait la chamade, mais elle continua d'avancer, gardant la caméra du téléphone pointée sur le visage de le roi. Bougez. Pendant un long moment, personne ne bougea. La tension était à son comble. Puis le roi s'écarta, son expression meurtrière. Ce n'est pas fini. Si, dit Manon, se faufilant devant lui avec la mallette serrée contre elle. C'est fini. Vous êtes juste trop habitué à gagner pour reconnaître quand vous avez perdu. Elle traversa la chambre principale, traversa la maison, les jambes tremblantes mais les pas assurées. Elle s'attendait à ce qu'ils l'attrapent, l'arrêtent, mais ils ne le firent pas. Peut-être que la caméra avait fait la différence. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à commettre des violences en vidéo. Ou peut-être qu'ils l'avaient sous-estimée, supposant qu'elle céderait sous la pression comme tout le monde l'avait fait. Manon arriva à sa voiture, jeta la mallette de protection sur le siège passager et verrouilla les portes avec des mains tremblantes. C'est seulement alors qu'elle arrêta d'enregistrer. Tout son corps tremblait maintenant, l'adrénaline se déversant dans son système.
Elle démarra le moteur et partit, vérifiant constamment le rétroviseur, s'attendant à moitié à ce qu'ils la suivent. Ils ne le firent pas, mais elle savait que ce n'était pas fini. Le roi avait eu raison sur ce point. La bataille ne faisait que commencer. Manon conduisit directement à l'hôtel du docteur Lambert, l'appelant en chemin. Nous devons avancer la conférence de presse à demain matin. Ils savent. Ils étaient à la maison. Ils m'ont menacé, moi et Chloé. Est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'appeler la police? Je l'ai en vidéo. Tout, ces menaces, l'implication de sa famille. Mais je ne fais pas confiance à la police. Je ne sais pas jusqu'où vont ces relations. Nous devons rendre ça public maintenant, avant qu'ils ne puissent nous arrêter. La voix du docteur Lambert était calme. Je vais passer les appels. Retrouvez-moi à mon hôtel. Apportez tout ce que vous avez. Nous n'attendons plus. Cette nuit-là, elles travaillèrent jusqu'à l'aube. Le docteur Lambert contacta des journalistes de confiance, ceux qui avaient la réputation de s'attaquer à des intérêts puissants. Durand prépara des documents juridiques et des mises en demeure. Manon écrivit et réécrivit sa déclaration, essayant de trouver les mots adéquats pour expliquer ce qu'elle avait trouvé et pourquoi c'était important. À 6 heures du matin, épuisée et fonctionnant au café et à la terreur, Manon appela enfin Simone. « J'ai besoin que tu emmènes Chloé hors de la ville pour quelques jours. Ne me dis pas où vous allez. Emmène-la simplement quelque part en sécurité, s'il te plaît. » Simone, Dieu la bénisse, ne posa qu'une seule question. « Êtes-vous en danger? » Je ne sais pas. Peut-être. Mais j'ai besoin de savoir Chloé en sécurité avant de pouvoir faire ce que je dois faire. Considérez que c'est fait. Elle pensera que c'est une aventure. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Merci. Quand ce sera fini, je t'expliquerai tout. À 9 heures du matin, elles étaient installées dans une salle de conférence d'un grand hôtel parisien. 20 journalistes avaient été invités, des grands médias, uniquement des personnes qui ne pouvaient être ni achetées ni intimidées. La sécurité était renforcée. Durand avait engagé des gardes privés. Le docteur Lambert avait fait venir 2 autres experts en authentification pour tout vérifier devant les caméras. La robe de bal rose était accrochée à un mannequin, à couper le souffle, même après 40 ans. Le journal de Romy était dans une vitrine, ouvert à une entrée significative. Et sur une table devant, scellée dans des sacs de preuves, se trouvait la dernière lettre de Romy et la bande audio. Manon se tenait en coulisses, vêtue de la seule tenue professionnelle qu'elle possédait, les mains tremblantes. Dans 1 heure, elle sortirait et changerait sa vie pour toujours. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas moyen d'annuler cela. Elle serait célèbre ou tristement célèbre, célébrée ou détruite, selon la réaction du monde. Le docteur Lambert apparut à ses côtés. « Comment tenez-vous le coup ?» Terrifié, admit Manon. « Et si personne ne me croit? Et s'ils pensent que je mens ou que je suis folle? Ils vous croiront parce que nous avons des preuves solides, documentées, authentifiées. Et parce que votre histoire est vraie. Les mères célibataires effrayées n'inventent généralement pas des canulars élaborés sur la découverte de la chambre forte secrète de Romy Schneider. Le roi va se battre. Sa famille, quiconque est impliqué, ils vont me poursuivre. Laissez-les faire. Dans 1 heure, le monde entier saura ce que vous avez trouvé. Vous serez protégé par la lumière du jour. Et Manon, le docteur Lambert sourit. Vous n'êtes plus une mère célibataire effrayée. Vous êtes la femme qui a rendu sa voix à Romy Schneider. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut facilement réduire au silence. À 10 heures précises, Manon monta sur scène pour faire face aux caméras, aux questions et au reste de sa vie, portant la vérité de Romy Schneider à la lumière après 41 ans d'obscurité, prête à se battre pour elle, quel qu'en soit le coût. Les flashs des appareils photo étaient aveuglants. Manon se tenait au pupitre, des microphones regroupés devant elle comme des fleurs de métal. 20 journalistes la fixaient avec les expressions affamées de gens qui sentaient une histoire majeure. Ses mains tremblaient en agrippant sa déclaration préparée, mais sa voix, quand elle parla, était stable. « Je m'appelle Manon Dubois. Il y a 3 semaines, j'étais menacée d'expulsion. Je suis une mère célibataire, une photographe en difficulté, quelqu'un que vous croiseriez dans la rue sans le remarquer. J'ai acheté un mas abandonné en Provence pour 11 000 €, en espérant le revendre et sauver ma fille du sans-abrisme. Ce que j'ai trouvé à la place,
c'est la découverte la plus significative du cinéma français du XXIe siècle. Elle fit une pause, laissant cela s'imprégner. La salle était absolument silencieuse. Derrière un mur caché dans la chambre principale de ce mas, j'ai découvert une chambre forte secrète. À l'intérieur de cette chambre forte se trouvaient des objets ayant appartenu à Romy Schneider. Pas des répliques, pas des hommages. Les costumes réels, les journaux, les photographies et les séquences de films de ces dernières années. Des objets qui ont été scellés depuis sa mort en 1982. Une ondulation parcourut la foule. Des mains se levèrent avec des questions. Manon leva sa propre main pour les calmer. « S'il vous plaît, laissez-moi finir. Cette découverte ne concerne pas seulement des artefacts de valeur. Elle concerne la voix d'une femme qui a été réduite au silence. Romy Schneider savait qu'elle était en danger. Elle a laissé des preuves, des enregistrements et une lettre expliquant pourquoi elle craignait pour sa vie. Elle voulait que la vérité éclate. » Manon fit un signe de tête au docteur Lambert, qui s'approcha du microphone. « Je suis le docteur Monique Lambert, historienne et authentificatrice de Romy Schneider. J'ai examiné chaque objet de la découverte de Mademoiselle Dubois. L'authentification est concluante. Ce sont des articles authentiques ayant appartenu à Romy Schneider. La signification historique ne peut être surestimée. » Pendant les 2 heures suivantes, elles présentèrent leur cas. Le docteur Lambert expliqua aux journalistes le processus d'authentification. Sarah, l'experte judiciaire, expliqua comment elle avait vérifié les costumes en utilisant l'analyse des tissus et les motifs d'usure. Thomas montra des scans numériques des séquences de films montrant des images qui n'avaient jamais été vues publiquement. Et Manon lut des extraits de la dernière lettre de Romy, sa voix se brisant en partageant les mots de l'actrice. « J'ai gardé des preuves de tout, lut Manon. La bande audio dans ce coffre contient des conversations qui pourraient détruire des carrières, renverser des administrations, envoyer des hommes puissants en prison. Je n'ai jamais voulu devenir dangereuse. Je voulais juste être aimée. » La salle explosa. Les questions fusaient de toutes parts. Qui d'autre était au courant de la chambre forte? Qui avait-il sur la bande audio? Manon vendrait-elle la collection? Y avait-il des suspects dans la mort de Romy? Quelqu'un avait-il essayé de l'empêcher de rendre cela public? Cette dernière question fit marquer une pause à Manon. Elle regarda directement la caméra. « Oui, j'ai été menacée. On m'a offert de l'argent pour me taire. J'ai été approché dans la rue près de ma fille. Des gens puissants ne veulent pas que cette vérité soit révélée. Mais je ne reculerai pas. Romy Schneider a fait confiance à quiconque trouverait cette chambre forte pour faire ce qui est juste. Je ne la laisserai pas tomber. » La conférence de presse se termina après 3 heures. Alors que les journalistes se précipitaient pour rédiger leurs articles, Manon s'effondra sur une chaise en coulisses, épuisée et exaltée. Son téléphone explosait déjà de notifications. L'histoire était en tendance mondiale en quelques minutes. Le Monde, TF1, France 2, tous les grands médias la couvraient. Durand s'approcha avec son téléphone. « Nous recevons déjà des menaces juridiques. » La succession, comme prévu, mais aussi 3 cabinets d'avocats distincts représentant des clients anonymes qui revendiquent la propriété de divers objets. « Ça va être un combat. »« Laissez-les se battre, » dit doucement Manon. « La vérité est sortie maintenant. Ils ne peuvent plus la remettre dans la chambre forte. » Au cours des semaines suivantes, la tempête s'intensifia. Les batailles juridiques furent féroces. La succession poursuivit en justice pour la propriété, affirmant que tous les artefacts de Romy Schneider leur appartenaient. Des collectionneurs qui avaient payé des millions pour des objets qu'ils croyaient être des originaux de Romy poursuivirent en justice, alléguant la fraude. Les studios revendiquèrent les droits sur les séquences de films. Des politiciens et des descendants de personnes mentionnées dans les enregistrements de Romy tentèrent de bloquer leur diffusion, invoquant des problèmes de confidentialité. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Le public se rallia à Manon. Son histoire résonna. Une mère célibataire en difficulté qui avait tout risqué et refusé d'être réduite au silence par des intérêts puissants. Des dons affluèrent vers un fonds de défense juridique créé par des sympathisants. Des historiens et des experts de Schneider témoignèrent en sa faveur. Même certaines célébrités prirent la parole, arguant que la voix de Romy méritait d'être entendue. L'attention médiatique était écrasante. Manon fit interview sur interview, ramenant toujours la conversation à Romy,
à la femme derrière l'icône qui avait été effrayée et courageuse et essayait désespérément de se protéger. Elle montra les journaux, lut les lettres, et laissa les propres mots de Romy défier le récit qu'il avait défini pendant 4 décennies. La percée eut lieu 4 mois après la conférence de presse. Un juge décida que, parce que le contenu de la chambre forte n'avait jamais fait partie de la succession de Romy, qu'il avait été abandonné pendant plus de 40 ans et découvert sur une propriété que Manon possédait légalement, elle en avait la revendication légitime. La succession pouvait faire appel, mais la décision initiale était claire. Manon se tenait sur les marches du palais de justice ce jour-là, Chloé à ses côtés pour la première fois depuis que l'histoire avait éclaté. Sa fille avait 8 ans maintenant, plus âgée et plus consciente de la façon dont leur vie avait changé. « C'est fini, maman ?» demanda Chloé. « La partie juridique, principalement, » dit Manon, lui serrant la main. Mais le travail important ne fait que commencer. Car quelque part pendant ces mois de lutte, Manon avait réalisé quelque chose. Elle ne voulait pas vendre la collection de Romy aux plus offrants. Elle ne voulait pas que ces artefacts soient dispersés chez des collectionneurs privés qui les enfermeraient à nouveau. Romy avait caché ces choses pour se protéger, mais elle avait voulu que la vérité soit révélée. Manon devait honorer cela. Avec l'aide de Durand, elle créa la Fondation Héritage Romy Schneider, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation et au partage de l'histoire authentique de Romy. Chaque objet de la chambre forte serait catalogué, étudié et finalement exposé publiquement. La fondation financerait des bourses d'études pour jeunes femmes poursuivant des carrières dans le cinéma et la photographie, les domaines créatifs que Romy avait aimés. Elle soutiendrait des initiatives de santé mentale et défendrait les victimes d'exploitation dans le divertissement. Le conseil d'administration de la fondation comprenait le docteur Lambert, plusieurs historiens de Schneider, des survivants d'abus et des défenseurs de la santé mentale. Manon insista sur une chose de plus, que Chloé, quand elle serait plus âgée, ait un siège au conseil. C'était aussi l'héritage de sa fille. La preuve que prendre des risques pour les bonnes raisons pouvait changer des vies. Mais d'abord, ils avaient besoin d'un endroit pour abriter la collection. Le mas provençal était le choix évident. Il avait besoin d'une restauration, d'un travail important pour le ramener de 6 décennies d'abandon. Mais c'était l'espace de Romy, sa maison sûre, et le transformer en musée semblait juste. Manon se jeta dans le projet. Elle engagea des architectes spécialisés dans la préservation historique. Elle travailla avec des concepteurs de musées pour créer des espaces qui honoreraient la mémoire de Romy tout en éduquant les visiteurs sur sa vraie vie, pas sur les mythes. La chambre principale où la chambre forte avait été cachée resterait intacte. La porte cachée révélée pour que les visiteurs puissent voir exactement comment Romy avait protégé sa vérité. La restauration dura 18 mois. Manon était là presque tous les jours, travaillant aux côtés des entrepreneurs, prenant des décisions sur les couleurs de peinture, l'éclairage et la manière d'exposer les costumes. Chloé venait souvent avec elle après l'école, faisant ses devoirs dans ce qui allait devenir le centre éducatif de la fondation. Un après-midi, alors que les ouvriers installaient des vitrines à climat contrôlé dans ce qui avait été le salon de Romy, Chloé tira sur la manche de Manon. « Maman, qui était Romy Schneider, vraiment ? Pas la partie célèbre, la vraie personne. » Manon s'assit sur le sol poussiéreux, prenant Chloé sur ses genoux. C'était quelqu'un qui a travaillé très dur pour devenir ce qu'elle pensait que le monde voulait. Mais en dessous de tout ça, elle était effrayée, seule, et essayait de découvrir qui elle était vraiment. Elle a fait des erreurs, a fait confiance aux mauvaises personnes et a beaucoup souffert. Mais elle était aussi intelligente, drôle et gentille. Elle lisait des livres, écrivait de la poésie, voulait être prise au sérieux. « Comme toi », dit simplement Chloé. La gorge de Manon se serra. « Que veux-tu dire ? Tu as travaillé très dur. Tu avais peur, mais tu n'as pas abandonné, et tu as obligé les gens à écouter, exactement comme elle le voulait. » Manon serra sa fille contre elle, respirant son odeur de shampoing à la fraise, submergée par tout ce qui avait changé en moins de 2 ans. Des avis d'expulsion à cela, du désespoir à un but, de l'invisible à quelqu'un qui avait donné une voix à l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire. Le musée et fondation Héritage Romy Schneider ouvrit officiellement le 29 mai, 2 ans après la découverte de Manon, l'anniversaire de la mort de Romy. La date était intentionnelle, transformant un jour de tragédie en un jour de célébration et de vérité. Plus de 3000 personnes assistèrent à l'ouverture. Célébrités, historiens, journalistes, fans de Schneider et gens ordinaires qui avaient suivi l'histoire de Manon faisaient la queue pour entrer dans le mas restauré. La couverture médiatique fut massive.
Chaque grande chaîne couvrit l'événement. L'équipe de documentaristes qui filmait le parcours de Manon depuis un an captura tout. Manon se tenait dans le hall d'entrée, le même espace où elle était entrée pour la première fois dans l'obscurité avec seulement une lampe de poche et le désespoir, maintenant rempli de lumière, de gens et de possibilités. Chloé était à ses côtés dans une nouvelle robe, l'air adulte et fier. Le docteur Lambert se tenait à proximité, les larmes coulant sur son visage. Durand parlait aux journalistes, expliquant la mission de la fondation. Les expositions étaient magnifiques. La robe blanche de la piscine était suspendue dans une vitrine à température contrôlée, les projecteurs la faisant briller. Les journaux de Romy étaient exposés en rotation. Les pages étaient tournées chaque mois pour que les visiteurs puissent lire ses pensées réelles. Les photographies de sa collection privée montraient une femme détendue, authentique, souvent sans maquillage, simplement humaine. Mais l'exposition la plus puissante se trouvait dans la chambre principale. Manon avait insisté sur ce point. La pièce était préservée en grande partie comme elle avait été, la coiffeuse de Romy, ses bijoux, la vue sur les gorges. Et sur le mur, de la propre écriture de Romy, agrandie et encadrée, se trouvait une citation d'un de ses journaux, « Je ne suis pas intéressé par le fait d'être une blonde. Je suis intéressé par le fait d'être un être humain. » La porte de la chambre forte cachée était ouverte. Les visiteurs pouvaient descendre les escaliers en colimaçon et voir où Romy avait stocké sa vérité. Bien que le contenu réel soit maintenant exposé en toute sécurité dans tout le musée. Au bas des escaliers, sur un piédestal, se trouvait la dernière lettre de Romy, sous verre. Les visiteurs la lisaient en silence, beaucoup partant en larmes. La bande audio du coffre, celle que Romy avait appelée sa police d'assurance, resta scellée en attendant les contestations juridiques en cours. Elle contenait des conversations entre Romy et de puissantes personnalités politiques, des discussions sur des liaisons, des politiques et des secrets. Plusieurs familles avaient intenté des procès pour empêcher sa diffusion, invoquant le droit à la vie privée. Manon ne se battit pas trop fort. Certaines vérités avaient besoin de temps. La bande était préservée, cataloguée et serait finalement entendue quand le moment serait venu. Mais le musée révéla assez de choses pour changer fondamentalement l'héritage de Romy. Les journaux montraient son intelligence, ses listes de lecture remplies de Dostoïevski et Hemingway. La correspondance montrait son sens des affaires, négociant des contrats et se battant pour le contrôle créatif. Les photographies montraient ses amitiés, son souci des autres, une vie au-delà des projecteurs. Une exposition qui surprit tout le monde fut consacrée au travail humanitaire de Romy, quelque chose qui avait été largement effacé de la mémoire publique. Manon avait trouvé dans la chambre forte des archives de dons que Romy avait fait, des milliers de francs à des associations d'aide à l'enfance, des foyers d'accueil et des organisations soutenant les malades mentaux. Des lettres de personnes qu'elle avait aidé la remerciant d'avoir changé leur vie. La preuve que sous la façade glamour se cachait quelqu'un qui se souciait véritablement de la souffrance et essayait de la soulager. Elle a tant donné, dit le docteur Lambert lors du discours d'ouverture, et a demandé si peu en retour, juste d'être vue comme un être humain à part entière. Ce musée lui donne enfin cette reconnaissance. Dans les mois qui suivirent l'ouverture, le musée devint un lieu de pèlerinage. Plus d'un demi-million de personnes le visitèrent la première année. Des groupes scolaires vinrent pour des programmes éducatifs sur l'éducation aux médias, l'objectification des femmes et la sensibilisation à la santé mentale. Des étudiants en cinéma étudièrent l'approche de Romy du développement des personnages. De jeunes actrices trouvèrent l'inspiration dans sa détermination à être prise au sérieux. La fondation prospéra. Les dons dépassèrent les attentes. Ils établirent 5 bourses annuelles pour les jeunes femmes dans le cinéma. Ils financèrent une ligne d'écoute pour les travailleurs de l'industrie du divertissement confrontés à l'exploitation. Ils s'associèrent à des organisations de santé mentale pour réduire la stigmatisation autour de la dépression et de l'anxiété. Manon devint la directrice exécutive de la fondation, un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Elle embaucha du personnel, géra des budgets, donna des discours dans des universités et des conférences. Elle fut interviewée par de grandes publications, apparut à la télévision nationale, témoigna devant une commission parlementaire sur l'exploitation dans le divertissement. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Une fois par mois, elle animait un atelier de photographie gratuit pour les artistes en difficulté et les étudiants à faible revenu. Elle encadrait des mères célibataires essayant de créer leur entreprise. Elle fit des dons à des programmes de prévention des expulsions, se souvenant de la terreur de cet avis sur sa porte. Chloé s'épanouit dans leur nouvelle vie. Elles avaient déménagé dans une maison confortable dans la banlieue de Lyon.
Rien d'extravagant, juste stable et sûr. Chloé fréquentait une bonne école, avait des amis, prenait des cours de ballet. Mais plus important encore, elle avait appris des leçons sur le courage et l'intégrité qu'aucune salle de classe ne pouvait enseigner. Un soir, 3 ans après la découverte, Manon et Chloé étaient assises sur un belvédère surplombant les gorges, près du musée, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de brillants oranges et violets. Le mas se dressait derrière elles sur la falaise, ses lumières brillant chaleureusement contre le crépuscule. « Regrettes-tu parfois de ne pas avoir simplement pris l'argent et d'être partie ?» demanda Chloé. Elle avait 11 ans maintenant, réfléchie et perspicace. Manon réfléchit à la question. Parfois, quand les choses étaient vraiment difficiles, quand les procès s'accumulaient et que les menaces devenaient effrayantes, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Mais ensuite, je me souviens pourquoi je l'ai fait. Pas pour l'argent ou la gloire, mais parce que quelqu'un devait parler pour une femme qui ne pouvait plus parler pour elle-même. Tu lui as donné une voix, dit Chloé. Non, ma chérie. J'ai juste aidé les gens à entendre la voix qu'elle avait toujours eue. C'est différent. Elles s'assirent dans un silence confortable, le vent murmurant dans les pins. Puis Chloé dit, quand je serai grande, je veux aider les gens comme tu l'as fait. Trouver les histoires que personne ne raconte et m'assurer qu'elles sont entendues. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Tu peux faire tout ce que tu veux, Chloé. C'est pour ça que tout ça a eu lieu. Pour que tu grandisses en sachant qu'une seule personne, même quelqu'un d'effrayé, de fauché et de désespéré, peut faire la différence si elle est prête à se battre pour ce qui est juste. La fondation continua de croître. Au 5e anniversaire de l'ouverture du musée, il s'était étendu sur la propriété voisine, créant plus d'espace de galerie et une bibliothèque de recherche. Des universitaires du monde entier venaient étudier la collection. De nouvelles découvertes émergèrent des papiers de Romy, révélant des amitiés avec des intellectuels, son intérêt pour la politique, ses luttes avec le système des studios. Les documentaires et les livres sur la découverte avaient remporté des prix. L'histoire de Manon avait inspiré une génération de femmes à prendre des risques, à tenir tête au pouvoir, à refuser d'être réduites au silence. Elle recevait quotidiennement des lettres de personnes qui avaient visité le musée et trouvé dans l'histoire de Romy le courage de faire face à leurs propres défis. Mais la reconnaissance la plus significative vint d'une source inattendue. Une école de théâtre parisienne, où Romy avait étudié et s'était sentie le plus elle-même, créa le prix Romy Schneider de l'authenticité en interprétation, décerné chaque année à un acteur qui apportait vérité et vulnérabilité à son travail. La première lauréate dédia son discours d'acceptation à Manon. Romy Schneider a passé sa vie à se battre pour être vue comme plus qu'un symbole, déclara l'actrice. Manon Dubois a passé des années à se battre pour s'assurer qu'elle le soit enfin. Ce prix existe parce qu'une femme a refusé de laisser la vérité d'une autre femme rester enterrée. C'est le genre de courage auquel nous devrions tous aspirer. Manon regarda depuis le public, tenant la main de Chloé, submergée. Elle avait commencé ce voyage, désespérée de sauver sa fille du sans-abrisme. Elle l'avait terminé en changeant la façon dont le monde se souvenait de l'une de ses figures les plus emblématiques. Les batailles juridiques finirent par se régler. La succession parvint à un accord, leur accordant un pourcentage de certains revenus en échange de l'abandon de toutes les réclamations. Les collectionneurs qui avaient acheté de faux objets de Romy poursuivirent les maisons de vente aux enchères qui les avaient vendus, pas Manon. Les studios négocièrent les droits sur les séquences de films, acceptant de les préserver et de les diffuser éventuellement par l'intermédiaire de la fondation. La bande audio resta scellée, bien que Manon l'eût écoutée une fois avec Durand et le docteur Lambert. Tous les trois assis dans sa salle de conférence alors que la voix de Romy, vibrante et nerveuse, discutait de questions d'État avec des hommes puissants qu'il avait sous-estimés. Le contenu était explosif, confirmant des rumeurs et en révélant de nouvelles. Finalement, il serait diffusé. Mais certaines vérités avaient besoin du passage du temps avant de pouvoir être entendues sans détruire des personnes innocentes. Pour ce qui aurait été le 84e anniversaire de Romy, la Fondation organisa un événement spécial. Ils dévoilèrent une nouvelle exposition présentant des objets récemment découverts dans les classeurs de la chambre forte, des lettres que Romy avait écrites mais jamais envoyées, exprimant ses espoirs pour l'avenir, ses rêves de réaliser des films, ses plans pour créer une école de théâtre pour les jeunes défavorisés. Manon se tenait devant la foule rassemblée pour le vernissage, Chloé, maintenant âgée de 13 ans et posée, à ses côtés. Romy Schneider n'était pas seulement une actrice, un sex symbole ou une tragédie, commença Manon. C'était une femme avec des rêves qui allaient bien au-delà de son propre succès. Elle voulait aider les autres,
créer des opportunités, utiliser son influence pour le bien. La Fondation poursuit cette mission. Chaque bourse que nous accordons, chaque programme que nous finançons, chaque jeune artiste que nous encadrons, nous faisons le travail que Romy n'a jamais eu la chance de faire. Après la cérémonie, une femme âgée s'approcha de Manon, s'appuyant sur une canne, les yeux brillants derrière des lunettes épaisses. « Mademoiselle Dubois, je me demandais si je pouvais vous parler en privé. » Elles entrèrent dans le bureau de Manon, une petite pièce surplombant les gorges. La femme se laissa tomber sur une chaise avec un léger grognement. « Je m'appelle Janine Dubois. J'étais la coiffeuse de Romy pendant la dernière année de sa vie. J'ai 91 ans maintenant, et j'ai gardé un secret pendant 41 ans parce que j'avais peur. Mais après avoir vu ce que vous avez fait, comment vous vous êtes battu pour elle, je pense qu'il est temps. » Le pouls de Manon s'accéléra. Quel secret? Janine ouvrit son sac à main et en sortit une petite enveloppe jaunie par le temps. La veille de la mort de Romy, elle m'a donné ça, m'a dit de le garder en sécurité, de ne le partager que si j'étais certaine que la personne rendrait justice à sa mémoire. J'ai attendu toute ma vie de trouver cette personne. C'est vous. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une photographie. Romy, décontractée en pantalon et pull, assise sur un sentier en contrebas de cette même maison. Mais elle n'était pas seule. Un petit enfant aux cheveux sombres, peut-être 4 ans, était assis à côté d'elle, tous deux riant de quelque chose hors du cadre de l'appareil photo. Le souffle de Manon se coupa. Qui est l'enfant? Sa fille, dit doucement Janine. Peu de gens le savaient. Le studio l'a obligée à abandonner le bébé quand elle avait 18 ans, avant d'être célèbre, mais elle n'a jamais oublié. Elle a soutenu la fille financièrement par le biais d'une fiducie, lui rendant visite anonymement quand elle le pouvait, toujours en secret. Cette photo a été prise une semaine avant sa mort. Elle prévoyait de rendre cela public, de reconnaître sa fille et d'aider d'autres femmes qui avaient été forcées d'abandonner leurs enfants. Mais elle est morte avant de pouvoir le faire. Est-ce que la fille est au courant? Murmura Manon. Elle a 61 ans maintenant. Elle sait que Romy était sa mère, mais elle n'a jamais parlé publiquement. La honte, la stigmatisation à l'époque, ça l'a réduite au silence, tout comme ça a réduit Romy au silence. Mais peut-être que si vous la contactiez, si vous lui montriez ce que vous avez construit ici, elle serait prête à raconter son histoire. Manon fixa la photographie, le visage de Romy plein de joie et d'amour, l'enfant secret qui représentait à la fois sa plus profonde douleur et son plus grand amour. Avez-vous ses coordonnées? Janine sortit un morceau de papier. Je suis resté en contact au fil des ans. Elle s'appelle Anne. C'est une enseignante à la retraite. Elle vit tranquillement en Normandie. Je l'ai appelée avant de venir ici. Je lui ai parlé de vous. Elle est prête à parler. 3 mois plus tard, Anne vint au musée. C'était une petite femme avec les yeux de Romy et une dignité tranquille. Manon la rencontra en privé avant l'annonce publique, lui laissant l'espace de digérer la vue des affaires de sa mère, de lire ses pensées privées, de comprendre la femme qu'elle avait à peine connue. Elles s'assirent dans la chambre principale, Anne tenant l'un des journaux de Romy, les larmes coulant sur son visage. Elle a écrit sur moi, murmura-t-elle. Regardez ici. Je pense à ma fille tous les jours. Je me demande si elle est heureuse, si elle sait que je voulais la garder, si elle me pardonnera un jour. Je pensais qu'elle m'avait oublié. Elle ne vous a jamais oublié, dit doucement Manon. Et maintenant, le monde le saura. Non seulement à propos de vous, mais du système qui forçait les femmes à choisir entre la maternité et leur carrière, entre la famille et leurs rêves. Votre histoire fait partie de son héritage. La décision d'Anne de rendre son histoire publique transforma une fois de plus la mission du musée. Ils créèrent une exposition sur les adoptions forcées, sur la honte que la société faisait peser sur les mères célibataires, sur les milliers de femmes qui avaient perdu leurs enfants à cause de la stigmatisation et du jugement. Anne fit don de sa propre collection d'objets que Romy lui avait envoyés anonymement au fil des ans, des cartes d'anniversaire signées uniquement avec des initiales, des photographies, des lettres exprimant un amour que l'expéditeur ne pouvait pas revendiquer publiquement. L'histoire fit les gros titres internationaux. Anne et Manon apparurent ensemble dans de grandes émissions d'information, discutant non seulement de la fille cachée de Romy, mais aussi des problèmes plus larges de l'autonomie des femmes, du choix et du prix de la célébrité. La Fondation créa un nouveau programme de soutien aux mères séparées de leurs enfants, luttant pour la réforme de l'adoption et la réunification familiale. Manon se tenait sur la terrasse du musée un soir,
10 ans après son offre désespérée aux enchères, regardant le coucher de soleil avec Chloé, maintenant âgée de 18 ans et se préparant à commencer l'université avec une bourse complète pour étudier le cinéma documentaire. Anne était là aussi, devenue presque de la famille, avec le docteur Lambert et le conseil d'administration de la fondation. « Vous avez tout changé, vous savez, » dit doucement Anne à Manon. « Pas seulement pour moi ou la mémoire de ma mère, mais pour tous ceux qui visitent cet endroit et voient que la vérité compte, que le courage d'une personne peut avoir des répercussions et toucher des milliers de personnes. » Manon secoua la tête. « J'ai juste ouvert une porte. Romy a fait le plus dur, en vivant tout cela et en ayant la prévoyance de préserver les preuves. C'est elle l'héroïne de cette histoire. »« Vous êtes toutes les deux des héroïnes, » dit Chloé, serrant la main de sa mère. Elle s'est battue pour laisser la vérité. Vous vous êtes battus pour la partager. Ce sont 2 actes de courage, pas un. Le musée était devenu plus que Manon n'avait jamais imaginé. C'était un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient l'inspiration, un centre de recherche pour les universitaires étudiant l'histoire du cinéma, un établissement d'enseignement sur l'éducation aux médias et les droits des femmes, et surtout, un monument à une femme qui avait refusé de laisser la peur la réduire au silence, même dans la mort. La dotation de la fondation avait atteint plus de 50 millions d'euros grâce aux dons, à des investissements prudents et aux revenus de la gestion responsable de l'image de Romy. Ils avaient financé des centaines de bourses, soutenu des dizaines de programmes d'intervention en cas de crise et contribué à changer les lois sur l'exploitation dans le divertissement. Mais pour Manon, le plus grand succès ne se mesurait pas en euros, en visiteurs ou en récompenses. Il se mesurait dans les lettres qu'elle recevait de jeunes femmes qui avaient visité le musée et trouvé le courage de poursuivre leurs rêves, de survivantes d'abus qui avaient vu l'histoire de Romy et s'étaient senties moins seules, de mères qui avaient été séparées de leurs enfants et avaient trouvé du soutien grâce au programme de la fondation. Une lettre en particulier la fit pleurer. Elle venait d'une jeune fille de 19 ans qui avait envisagé de se suicider, se noyant dans la dépression et se sentant sans valeur. Elle avait visité le musée sur une impulsion, lu les journaux de Romy sur ses propres luttes avec la santé mentale et réalisé qu'elle n'était pas seule. Elle avait appelé la ligne d'écoute financée par la fondation. Elle avait obtenu de l'aide. Elle avait survécu. « Votre courage de partager la vérité de Romy m'a sauvé la vie », concluait la lettre. « Parce que vous avez refusé de vous taire, j'ai appris que je n'ai pas à le faire non plus. Merci de m'avoir montré que lutter ne signifie pas échouer et que même les choses brisées peuvent redevenir belles. » Manon encadra cette lettre et l'accrocha dans son bureau, un rappel de la raison pour laquelle tous les combats, toutes les menaces, toute la peur en avaient valu la peine. Alors que le soleil se couchait sur la célébration du 10e anniversaire, baignant le mas d'une lumière dorée, Manon réfléchit au chemin parcouru. Elle était venue ici fauchée, désespérée et invisible. Elle avait tout misé sur une maison abandonnée et découvert plus qu'un trésor. Elle avait trouvé un but. Romy Schneider avait été réduite au silence par la mort, mais pas vaincue par elle. Elle avait laissé sa vérité derrière elle, confiante qu'un jour quelqu'un serait assez courageux pour la partager. Et Manon, une mère célibataire en difficulté qui n'avait plus rien à perdre, était devenue cette personne. Le mas sur la falaise n'était plus abandonné ou maudit. Il était vivant, rempli de visiteurs, d'histoires et de vérités. La femme qui était morte ici seule en 1982 avait enfin sa voix entendue, son histoire racontée, son humanité reconnue. Et la femme qui avait acheté la maison pour 11 000 € avait appris la leçon la plus importante de toutes, que le courage ne consistait pas à être sans peur. Il s'agissait d'être terrifié et de faire ce qui est juste malgré tout. Il s'agissait d'une personne décidant que la vérité importait plus que la sécurité, que la justice importait plus que l'argent, que certains héritages valaient la peine d'être défendus. Manon Dubois avait sauvé plus que la mémoire de Romy Schneider. Elle s'était sauvée elle-même et avait montré à sa fille et à d'innombrables autres que la transformation était possible, que les secondes chances existaient, et que parfois, les paris les plus désespérés menaient aux victoires les plus extraordinaires. Parce que n'importe qui peut changer sa vie s'il est prêt à tout risquer pour quelque chose de plus grand que soi. N'importe qui peut trouver sa voie s'il est assez courageux pour dire la vérité au pouvoir. Et n'importe qui peut honorer un héritage s'il est assez déterminé pour se battre pour lui.